Hello, hello, hello les amis. On avait donné un rendez-vous à 16h30. Il est donc 16h30 pour lancer d'ici quelques instants. Elle a rejoint la vidéo. Coucou. Elle est là. Hello Malia. Hello! Alors attends, il faut que je règle ma caméra comme Oui, d'habitude. oui, ben, on en est toutes là, je pense. Les deux là, on n'est pas. Ouais, ça va. C'est pas trop mal. Coucou Jennifer, c'est mon deuxième live de ma vie, donc je ne maîtrise pas encore le C'est sujet. vrai? Je voulais faire un live à partir de mon ordinateur. Finalement, c'est plus compliqué que prévu. Donc, j'espère que je vais pouvoir voir passer les questions notées à la fois. Ben, voilà, hein, je vais embaucher une assistante. Ça va être plus simple pour noter les questions. Non, on dit mieux, je vais me former. Oui, C'est mieux. oh, mais ça fait plus classe de dire je vais avoir une assistante. Salut les filles, salut Nico. C'est Nico qui nous dit salut les filles. Ah, Mickaël François, ça fait longtemps, dis donc. Comment On vas-tu? voit Comment du se passe monde ta qu'on n'avait semaine? pas vu depuis longtemps. Ça fait longtemps qu'on s'était pas vu? Non, non, nous, ça fait pas longtemps on va pas mentir aux gens. On vous expliquera après. Oui. Mais ça fait plaisir de voir du monde sur Insta en live parce que moi, ça fait 3 ans que j'ai pas fait de live. Ouais. Ben, moi, j'en ai fait qu'un, c'était il y a quelques mois, c'était au mois de juillet, et j'annonçais justement que je me lançais dans des projets qui me tenaient à cœur et je parlais notamment du podcast. Tu vois, le podcast, il a évolué aujourd'hui, puisqu'il est devenu live talk show avec toi, et tu es la première des invités. Je suis ravie que tu sois la première des invités parce que on avait déjà eu cette conversation. Il y a quelques années, hein, je pense que c'est quasiment 7 ans, un peu moins de 10 ans, j'avais déjà eu envie de créer ce moment de parole, ce temps de parole, ce temps d'échange autour de l'après-carrière, la santé mentale du sportif. Et tu m'avais tout de suite répondu OK, donc on avait tourné. J'ai eu les rushs, je n'en ai Salut rien fait. Et ça Aurore! reste là. Salut T'as vu, il y a Ronnie! Ronnie. Il y a Ronnie qui est les boss. Le boss. C'est lui le boss, j'avoue. Ah ouais. Et c'est vrai que tu m'avais tout de suite dit merci. Tu m'avais toujours dit OK pour qu'on tourne les premiers On rushs l'avait concernant le sujet de la carrière. tourné dans un restaurant dans le 7e, je crois, un truc comme ça. Je me souviens plus du nom, je me souviens plus du lieu, mais je me souviens que c'est un restaurant qui est classé historique. Ah, Et donc, ouais, qui avait des murs assez particuliers. Et donc tu avais fait partie de l'aventure. Je n'en ai rien fait, honte à moi. J'étais persuadée que j'avais ça encore dans les tiroirs. Et puis finalement, non, puisque la Martinique et son humidité voilà, ont tout abîmé. Donc, ce n'était pas envisageable de pouvoir exploiter. Mais en tout cas, voilà, merci de nous rejoindre dans ce live. Vous l'avez compris, on va parler aujourd'hui de la santé mentale du sportif dans sa carrière. On va parler également de l'après-carrière. Donc moi, je me présente, hein, j'imagine que vous me connaissez. Pour ceux qui rejoignent le live par rapport à Malia me connaissent peut-être pas. Donc moi, je m'appelle Vanessa Gladon. Je suis ancienne sportive de haut niveau, médaillée internationale en athlétisme. Je suis retraitée des pistes depuis 2012. Aujourd'hui, je suis experte et coach en neurosciences, en neuro-émotionnel. Je m'occupe des sportifs et des anciens sportifs de haut niveau, parce que c'est un sujet tabou, hein. On en parle très peu de la santé mentale du sportif, on parle encore moins de l'après-carrière, et pourtant nous sommes nombreux à devenir obsolètes dans le sport, et on le sait, hein, c'est une obsolescence programmée, on sait qu'un jour on va devoir dire au revoir à tout le monde, et continuer notre route à créer une transition. Donc dans l'épisode du jour, une dame que vous avez remarqué, une grande dame médaillée des Jeux Olympiques, vice-championne olympique des Jeux d'Athènes en natation en 50 mètres nage libre, vice-championne du monde sur 100 mètres nage libre de mémoire. Salut Yves, il y a Yves de Koh-Lanta qui nous suit en direct. Yves de Koh-Lanta, salut Yves. Coucou. La Bossa 972, la Martinique est avec nous aussi. Merci d'être avec nous. Donc c'est vrai que au-delà du palmarès, eh bien, tu as été aussi une voie qui a tracé une route pour notamment ton frère qui suit ton chemin. Il est aussi nageur. Et puis, à une époque où la natation, oui, jusqu'à maintenant, il y a très peu de représentants des Noirs en natation. On a souvent dit que les Noirs ne savaient pas nager. Donc, toi, comment tu as vécu le fait
on va pas se mentir, hein. Toi, tu as été médaillée en 2004. Les Jeux Olympiques juste avant, c'était Sydney 2000. Sydney 2000, quand on parle de noir dans la piscine, on pense très vite à Eric Moussambani. Oui, tu t'en souviens, c'est pour ceux qui se souviennent de l'anecdote, c'est celui qui avait nagé, qui donnait plus le sentiment de se noyer que de nager. Et c'est vrai qu'on a été un peu tous la risée suite à ça. Bon, lui plus que nous, on va pas se mentir. Il y a deux façons de voir Moussambani. Et c'est vrai qu'après, il a step up. Hein. Je te laisse raconter. Ah ouais, il y a deux faces de voir Moussambani, l'histoire de Moussambani. Parce que il faut savoir que l'Australie, c'est un pays de la natation. Et ils ne voient pas Moussambani comme les autres l'ont vu, Moussambani. Ils ont vu que c'était quelqu'un qui était comme eux et qui s'est battu pour arriver et finir ce 100 mètres. Forcément, allez regarder l'histoire de Moussambani en lui-même, comment il est arrivé à se qualifier au jeu. Mais alors, je vais vous dire, moi, j'ai eu moins de sponsors que Moussambani lui-même après sa course. Donc, il est devenu une superstar, hein, notamment en Asie. Exact, il est devenu superstar. Il a fait énormément de pubs. Il est devenu incroyablement populaire après. Exactement. Alors, c'est vrai que moi, je parlais que de la notion de natation pour voir des gens. Mais derrière, il est devenu une superstar et les réseaux sociaux n'étaient pas encore ce que c'était. Ouais. Imagine aujourd'hui s'il avait, si c'était aujourd'hui que ça se passait. Il a été, comme certains pensaient, banni de son pays. Mais il y a eu un retour où il est devenu, je crois, il est devenu directeur technique national de la natation dans son pays. Donc, il a eu une évolution. Je pense qu'il a dû aussi se former pour montrer dire que, certes, il y a eu une étape dans sa vie, mais il y a aussi le après. Ça fait que, oui, comme tu disais, l'histoire de Moussambani, donc on nous voyait en tant que personnes de couleur noire, ne savent pas nager. Moi, je dis toujours, mettez des piscines dans des pays en Afrique, vous allez voir s'il n'y a pas des Noirs en championnat, aux Jeux Olympiques, aux championnats du monde et tout. C'est une histoire de culture. C'est juste une histoire de culture. Il faut savoir qu'une piscine, ça coûte très cher. Et des pays en Afrique, ils n'ont pas forcément le besoin d'aller se faire construire une piscine. Ils ont besoin plutôt de vivre naturellement, normalement, plutôt d'avoir de la nourriture, de l'eau courante, de l'électricité chez eux, que d'avoir une piscine de 50 mètres avec de l'eau alors qu'ils n'ont même pas accès à l'eau. Donc voilà, c'est une histoire de culture. Ça fait qu'il y a beaucoup moins de piscines dans des pays de noirs, de personnes de couleur que dans les autres. Alors nous, certes, outre-mer, on a eu la chance, on a eu toute l'aide, on a l'aide pour pouvoir construire des piscines. Donc les jeunes, moi, toute une génération, on a accès à l'eau. On peut apprendre à nager. Ça fait qu'il y a une nouvelle génération, grâce à nous aussi, qui arrive jusqu'aux Jeux Olympiques. Parce que derrière moi, il y en a une Manuel, et qui est devenue championne olympique. Donc voilà, ça arrive, mon frère qui a été médaillé, ça arrive, il faut le laisser du temps, mais c'est pas qu'une histoire physique où on a un truc qui fait que les personnes de couleur ne peuvent pas nager ou quoi que ce soit, ou on est plus lourd dans l'eau. Non, c'est une histoire de culture, tout simplement. Ouais. Qu'est-ce que ça a changé, justement, le fait que, pour rester dans ce que tu dis, hein, qu'est-ce que ça a changé quand une fille noire, française, je viens de dire française, noire, termine deuxième des Jeux Olympiques, deuxième des championnats du monde? Est-ce qu'il y a eu des déclics, selon toi, derrière? Oui, il y a eu des déclics. Il y a eu beaucoup de déclics, même chez moi en Guyane. Donc, j'embrasse la Guyane, mais il y a eu beaucoup de déclics grâce à ça. Des Papoutines? Ouais. Il y a eu beaucoup de déclics en Outre-mer. Il y a eu des déclics aussi en métropole. Parce que les mamans, elles se sont dit, en fait, non, mais ma fille aussi, elle peut aussi nager et elle peut apprendre à nager et puis voir plus loin. Donc oui, je pense qu'il y a eu un déclic. Il y a toujours eu besoin de déclic. Il y a besoin de déclic en judo comme pour David Douillet. Il y a besoin de déclic. Teddy Riner, besoin de déclic. Marie-Josée Pérec, besoin de déclic en escrime avec Laura Fessel. Voilà, il y a des déclics. Il faut des déclics, il faut des gens qui donnent l'exemple et qui montrent l'exemple pour pouvoir devenir des champions et avoir une autre génération qui arrive derrière. Donc, et c'est tant mieux. Tant mieux, on se dit qu'on n'a pas fait ça pour rien et qu'on est content d'être des exemples pour cette nouvelle génération qui se disent, nous aussi on peut à notre manière, mais on va pouvoir aussi peut-être faire mieux. Donc, c'est génial. Merci pour tous vos coucous. Hein. Je ne peux pas vous faire coucou à chaque fois parce que sinon, je vais passer le truc à faire coucou. Merci. Et en effet,
Il y a Capitaine qui confirmait hein, C'est qu'il y avait beaucoup Georges. de C'est techniques. ma meilleure amie d'enfance que Ah, j'embrasse. voilà, Kaina, je ne sais pas comment ça se Elle prononce, mais s'appelle, qui. c'est son surnom, mais en fait, elle s'appelait Georges. C'est Georges. Coucou Florence. Son prénom, c'est Justement, Georges. puisque on parle de la jeunesse, on parle des nageurs, je sais qu'il y a une phrase qui t'a fait bondir. Comment je te câlinais toujours dans le sens du Il n'y poil aujourd'hui. Hein. Là, a ouais, pas de souci. tu me connais assez, il n'y a pas de problème. Donc, je sais qu'il y a une phrase qui t'a fait bondir il n'y a pas si longtemps que ça. Les nageurs, ils sacrifient les plus belles années de leur vie dans le chlore à faire des allers-retours pour qu'on leur file hypothétiquement une médaille. C'est tragique, ça n'a aucun putain de sens. C'est une phrase, pour ceux qui ne savent pas, qui est de Guillaume Meurice, qui a écrit Éloge de la médiocrité. C'est une phrase qu'il a dite dans une émission C'était à vous. Et elle t'a fait réagir, elle Ouais. t'a fait bondir sur les réseaux sociaux. Pourquoi cette phrase, elle t'a fait bondir en disant mais Alors, je vais te raconter ouais, cette histoire. Alors, raconte. j'étais à Tahiti à ce Ouais. moment-là. Et quand j'ai vu le tweet, j'ai dit non, je vais d'abord me calmer, je vais aller prendre le petit-déj et je vais répondre après. Il fallait absolument que je me calme parce que on est sur les réseaux sociaux, ça va tellement vite. Et je vais pas vous mentir, je me suis fait insulter après, quand même. Ouais. Donc, ouais, Tu t'es fait insulter? Ouais, je me suis fait insulter, j'ai reçu des messages, je me suis fait insulter. Oui, ouais. Certes, les journalistes ont repris. Il y en a beaucoup de sportifs qui ont répondu. Ont répondu pas que pour la natation, mais pour les autres sports aussi. Mais ouais, je me suis fait insulter. C'était la première fois que je me faisais insulter comme ça. D'habitude, forcément, on me caresse, comme tu dis, on me caresse dans le sens du poil. Là, c'était plus pareil. Mais j'étais contente d'avoir répondu. Ça m'avait fait du bien parce que on me répondait en me disant mais t'as pas compris, c'est un humoriste et tout. Il avait qu'à taper sur quelqu'un d'autre, mais pas sur le sport comme ça, et pas de cette manière. C'est parce qu'il a dû aussi se renseigner. Parce que pour parler de chlore, qu'on bouffe du chlore de l'âge de 11 ans, 12 ans, excuse-moi, mais en plus, moi, c'était mon histoire. J'ai mangé du chlore, certes, oui, mais je l'ai décidé. Personne ne décide pour toi. Si tu décides de te lever à 4 heures du matin, aller t'entraîner à 5 heures pour bouffer du chlore, quoi que ce soit. Certes, j'ai bouffé du chlore, mais je suis super contente parce que j'ai bouffé du chlore pour là où je suis arrivée. Je n'aurais jamais pu m'offrir ou offrir à ma famille ce que j'ai si j'avais pas bouffé du chlore. Donc, ouais, ça, si tu me redemandes de rebouffer du chlore pour refaire la même chose, je refais la même chose. Aucun regret. Donc, ouais, Aucun regret. mais sans regret. Mais pour tout ce que j'ai vécu, sans regret. Les voyages, les gens que j'ai rencontrés, l'expérience. Parce que toi aussi, tu l'as vécu grâce au sport de haut niveau. On vit des choses que des gens de notre âge ne l'ont pas vécu. Et ne vivront jamais. Et ne vivront Et jamais. ne vivront jamais, exactement. Et ça. Et je rencontre des gens extraordinaires. Mais exactement. Qui t'aurait dit que grâce au sport de haut niveau, tu te dis bah, je vais porter la flamme ou je vais à l'Élysée ou peu importe. Quoi que ce soit, que tu ailles dans des ambassades, que tu rencontres des chefs d'État ou que tu rencontres des personnes importantes que tu n'aurais jamais croisées dans ta vie, que tu vois qu'à la télé. Non, ben voilà. Grâce au sport de haut niveau, j'ai pu devenir qui je suis. Je peux faire le métier que j'ai envie de faire et dans lequel je m'éclate grâce au sport de haut niveau. Oui, il y en a qui n'ont peut-être pas besoin de ça, mais nous, grâce à ça, mes parents n'avaient pas les moyens pour me payer des études. Grâce au sport de haut niveau, je me suis payé des études. Donc oui, ouais, j'ai pu me payer mes études parce que mes sponsors étaient là et que je ne pouvais pas demander à ma mère de me payer des études à l'année 15 000 ou 30 000 euros l'année pour mes études. Non, je le paye. J'ai eu des sponsors, j'ai fait attention à mon argent et grâce à ça, j'ai pu me payer des études. Mais jamais j'aurais pu faire ça si je n'avais pas fait du sport de haut niveau. Donc, merci le sport et merci d'avoir bouffé du chlore. Merci le chlore. L'intérêt d'être en live sur Instagram, c'est au-delà des coucous que je reçois. Merci tout le monde de me faire des coucous. Posez vos questions, hein, n'hésitez pas, je les reprendrai. Je les poserai à Malia. Hein, donc si vous avez des questions, c'est l'occasion. C'est pour ça que ce podcast a évolué en live talk show. C'est pour que justement vous soyez intégrés, que vous participiez à la conversation. Donc on parlait de tes parents. On va y revenir justement. Parlons du début
puisque tu es un joli métissage entre le Maroc et la Guyane. Comment ce beau métissage finit dans le chlore? Alors, c'est comment sa maman. Alors, maman, certes, elle a des origines du Maroc avec mon grand-père, mais ils sont tous nés en Algérie, en Alger. Et ma mère a vu mon grand-père sauver mon oncle d'une noyade. Et elle s'est dit, si j'ai des enfants, je veux qu'ils apprennent à nager. Mais ça ne voulait pas dire qu'on allait faire de la natation. Ensuite, bon, d'abord, il y a eu ma sœur. Et ma sœur, elle voulait faire plein de sports. L'athlétisme, de la danse, de la natation, du basket. Elle voulait faire plein de trucs. Mais vous êtes combien? Je pensais que vous étiez que 2. Non, on est 3. D'accord, t'as une grande sœur du coup. J'ai une grande sœur. Ouais. Okay. C'est elle qui a lancé tout. Hein. Donc, j'ai une grande sœur. Comment elle s'appelle? Elle s'appelle Ismahan. Ismahan, ok. Bah, j'ai jamais rencontré Ismahan. Ouais. Okay. Non, elle vit à Toulouse, elle a 3 enfants. Et ouais, c'est vrai, il faudrait que je fasse un live avec ma sœur un jour pour que tout le monde la rencontre. C'est ça, ce sera une rencontre en une fois. Ouais. Et en plus, elle est à l'origine de sa sœur et de son frère. Et en fait, ma mère lui dit hey, je ne suis pas ton taxi, tu choisis un des sports. Et elle a choisi la natation. Donc, comme quoi, le fait que ma grande sœur ait choisi la natation, ça fait que ensuite, moi, j'ai choisi la natation. Ma mère m'a appris à nager à la piscine de ma marraine. Donc, Georges qui connaît très bien ma marraine et mon cousin Yazid, j'ai appris à nager dans la piscine du jardin. Et ensuite, je suis rentrée dans le club et ma mère m'a dit est-ce que tu fais la natation? Tu veux rien faire? J'ai fait non, je veux faire la même chose qu'Isma, la même chose. Puisqu'elle m'emmenait, quand elle emmenait ma soeur à la piscine, elle m'emmenait forcément. Donc, tu vois, il y a le truc où quand les parents emmènent les petits frères et les petites sœurs, emmener les grands au sport, ça donne des vocations aux autres. Donc, moi, ça a été ça. Ça a été les vocations. De fait d'emmener ma soeur à la piscine, je voulais faire la même chose. Donc, j'ai été faire la natation. D'accord. Et mon frère, ça a été pire. Lui, je lui ai dit, je fais du lundi au samedi la natation. Le dimanche, je suis dans la piscine à cause de toi. Tu vas apprendre à nager. À 2 ans, il savait nager. Donc, ouais, c'était un enchaînement grâce à ma sœur aussi. Donc, finalement, une grande carrière que tout le monde connaît, qui est relatée. Quel bilan tu en fais de cette carrière? Quel bilan? Ouais. C'était, en fait, je ne sais pas si on peut faire vraiment un bilan, parce que même l'après-carrière, c'est une continuité de la carrière. Que des beaux souvenirs, des moments magiques, des moments difficiles, certes, mais j'ai appris grâce à ces moments difficiles et ça a été des choses extraordinaires. J'ai vécu des choses extraordinaires. J'étais dans des pays où je ne penserais jamais y aller. J'étais en Australie, j'étais en Chine pour les Jeux. J'ai fait plein de pays européens, j'ai fait les États-Unis, j'ai fait le Canada, où j'ai emmené ma mère. Voilà, à chaque fois, elle m'en parle. Quand j'ai fait les championnats du monde, 1 an après la médaille olympique, j'ai fait Montréal, où je suis venue vice-championne du monde. Du monde, oui. Ouais, et ma mère et mon petit frère étaient là. Et ma mère a adoré le Montréal parce que les gens sont magiques. Ils sont gentils. Ils sont gentils. Ils sont super gentils. Ouais. Et elle me parle toujours, on parle souvent de pays, on parle de nourriture. Elle, c'est poulet Capitaine Tao. Tout le temps, à chaque fois, ma mère me parle de la nourriture à Montréal qu'elle a mangée. Ça a marqué, et comme quoi c'est important. C'est important, mais elle a beaucoup aimé aussi, mais comme quoi le sport, le bilan, ça a été des moments magiques, des moments difficiles, mais que de l'expérience, parce que ça m'a beaucoup aidé pour mon après-carrière. Justement, en parlant de moments difficiles, c'est vrai que c'est à une époque un petit peu plus lointaine qu'aujourd'hui. On parle de plus en plus de se faire accompagner, on parle de santé mentale aujourd'hui. À notre époque, c'était très tabou de parler de préparateur mental, c'était presque considéré comme un gourou. Alors, as-tu l'impression d'avoir raté des moments de jeunesse classiques avec tous tes entraînements avec le recul? On va garder la question. Ça veut dire j'ai passé quand même pas mal de temps avec toi, Georges. Hein. C'est avec celle que j'ai passé le plus de temps. C'est vrai que
Ma jeunesse n'a pas été celle d'une enfant de 12 ans parce que mon emploi du temps, il était très chargé. Non, je ne pense pas. Non, non, je Mais pense pas. Ça a ça veut été. dire quoi déjà? Il faudrait presque traduire ce que c'est une jeunesse classique. Ouais. Aller à l'école, rentrer à la maison, faire les devoirs. C'est vrai, quand Ouais, on y pense, c'est ça la jeunesse mais classique. un peu, alors que bah non, mais moi, je vais vous expliquer un peu ma journée pour que vous puissiez comprendre ma journée d'une enfant de 12 ans qui décide de s'entraîner 2 fois par jour. Parce que Le matin, ça vient totalement de toi, hein. Tes oui, parents t'ont de poussé. moi. En fait, c'est vraiment une décision collective parce que il faut que du monde derrière t'accompagne. Parce que si tu te décides, certes, mais c'est à toi de te débrouiller pour tout le reste. Mais pour ça, il fallait vraiment qu'il y ait une équipe autour de moi, que ce soit ma mère, mon entraîneur, mon président de club et le principal du collège. C'était super important. Donc voilà, c'est pour vous dire, une équipe, c'est ça. Je me levais à 4 heures, je m'entraînais de 5 à 7, j'allais au collège de 7h30 à midi et demi, je retournais chez moi, qui était à un quart d'heure de marche du collège, je mangeais, je repréparais mes affaires de piscine, je partais au collège je partais de chez moi vers 13h30, 13h45 pour le collège commençait de 14h à 16h. 16h, je repartais à pied du collège pour aller faire le deuxième entraînement. Et du deuxième entraînement, c'est 16h30, 19h à peu près. Je rentrais chez moi, je repréparais mes affaires de cours, je partais en études avec des cours de soutien à côté de chez moi, je faisais mes devoirs, je rentrais chez moi manger et je couchais, je dormais. Voilà ma journée. Quand tu nous racontes ta journée, j'avoue qu'on peut se dire que c'était une journée de forcené. Ouais. Et il n'y a rien qui te chiffonnait, j'ai envie de dire à ce moment-là. Il n'y a rien qui te semblait injuste dans cette vie que tu menais. Non, non. Peut-être le fait d'être insouciante qui fait aussi que on fonce. On fonce. Et je me démenais en cours pour avoir des bonnes notes parce que j'étais pas forcément la meilleure. Et je faisais en sorte de rester au moins entre 10 et 15. C'était déjà pas mal pour moi. Euh, mais ensuite, une fois que je passais les cours, j'allais à la piscine, c'était la piscine et le fait de pouvoir me démener avec mes camarades, pour moi, c'était entre jeu à la piscine et amusement et entraînement sérieux. En fait, je mélangeais tout ça pour me dire, voilà, je vais à la piscine, je me donne à fond, certes, mais je prenais toujours du plaisir parce que c'était ma deuxième famille, en fait, le club. Tous mes camarades avec qui je m'entraînais, c'était ma deuxième famille. Et certes, j'avais mes camarades d'école, de collège, mais j'avais mes camarades aussi de piscine. Mais c'est pourquoi ma deuxième famille? Parce que je passais beaucoup plus de temps avec eux qu'avec ma famille. Donc c'est pour ça. Pour ceux qui nous rejoignent, hein, je rappelle, je suis en direct avec Malia Metella, qui est retraitée comme moi, on est deux petites vieilles maintenant, mais vice-championne du monde de natation et vice-championne olympique également. N'hésitez pas à nous faire des coucous comme vous le Salut faites, mais également Lildon, merci Georges pour tous tes messages. Guinel, Auguste, Sébastien, tous Laurence qui arrête pas de me faire des petits cœurs. Merci beaucoup, Laurence. N'hésitez pas à nous poser vos questions, hein. Donc, j'en parlais tout à l'heure des moments difficiles parce que il faut pouvoir enchaîner ce rythme de vie, avoir un rythme très soutenu. La natation, c'est très souvent un double entraînement, un bi-quotidien, on appelle ça, c'est-à-dire qu'on se lève très tôt le matin, on va s'entraîner, on va à l'école, puis on s'entraîne de nouveau le soir. Et les moments difficiles, comme tout le monde, eh bien, on en a. Et tu as vécu ta carrière à une époque où le coach mental n'était pas encore, il n'est pas encore Non, vulgarisé. pas encore. Non, mais il faut dire que le coach à l'époque jouait un peu le coach mental. Même Patrick Césaire, je fais gros bisous, je sais pas, il doit pas voir le live, mais qui était mon coach en Guyane, qui jouait un peu le coach mental. On pouvait avoir ces moments où on s'allongeait tous dans la salle de muscu, où on se décontractait et il jouait un peu le coach mental, à savoir comment se retrouver on va dire, dans des moments de compétition, savoir se décontracter, savoir être en forme au bon moment. Et ensuite, quand j'ai
connu un peu le coach mental, c'était à l'INSEP, quand je suis arrivée à l'INSEP en 2000 pendant les Jeux de Sydney, mais je n'ai pas fait les Jeux de Sydney, hein, donc j'étais vraiment à l'INSEP. On a commencé à connaître le coach mental. On a commencé d'abord par du yoga. On a eu des cours avec un yogiste, apprendre tout le côté salutation soleil, se décontracter à la fin de toute la journée, pouvoir tout relâcher les muscles et tout ça. Le côté respiration. Et ensuite, on a eu un vrai coach mental qui travaillait avec chacun individuellement sur le fait d'avoir. Moi, personnellement, les autres, je ne sais pas. Moi, c'était sur le côté imprévu parce que la partie mentale, il voyait que j'en avais pas besoin. Donc, c'était sur comment gérer l'imprévu dans une avant-course. C'était ton bonnet qui craque avant de monter sur le plot, ta paire de lunettes qui craque, comment faire. Et en fait, c'était savoir rester calme, forcément. Avoir toujours un bonnet, une paire de lunettes de rechange dans le petit sac derrière le plot. Savoir rester concentré jusqu'au bout. Donc, en fait, moi, ça a été ça ma préparation mentale parce qu'on me disait, ben, on voit que tu n'en as pas besoin. Que tu restes vraiment dans ton objectif et que tu sais te concentrer avant et que tu ne perds pas pied, même après quand c'est des moments difficiles. Donc voilà, c'est ma préparation mentale et c'est vrai qu'elle arrivait après mon arrivée à l'INSEP. Et Auguste qui te demande à quel moment durant vos carrières, alors ce sera ta carrière, hein, c'est toi qui répondras, vous rendez-vous compte faire partie des vies des gens? Est-ce qu'il y a eu un moment où tu t'es dit que tu faisais partie finalement intégrante de la vie des gens? C'est vrai. Et encore, et encore. Alors, je vais vous raconter une histoire qui a pas longtemps. J'ai fait lors d'un anniversaire d'une amie. En fait, elle a écrit un livre sur le leadership féminin. Et j'ai témoigné dedans. Et donc, il y avait plusieurs femmes. Elle a invité du monde de son anniversaire. Et il y en a une qui a témoigné que je connaissais. Elle me présente son compagnon. Et je fais, bah, enchantée et tout. Et elle me fait, il est venu parce que tu venais. J'ai fait, ah bon, pourquoi? Il me fait, il est grec et il était aux Jeux Olympiques quand j'ai nagé à Athènes. Il était le médecin, un des médecins qui était au bord de la piscine et qui était au contrôle antidopage quand j'étais à Athènes. Et donc, tu te dis, le mec, il est quand même venu parce que je venais. J'ai dit, heureusement que je suis venue déjà. C'est vrai. Mais oui, je me rends compte qu'on fait encore partie, et tous les sportifs encore qui sont en activité font partie de la vie des personnes. Et moi, j'ai compris que on devenait des personnes inspirantes pour ce genre de pour les personnes qui nous regardaient et qui nous encourageaient à la télé. Et c'est ça qui est quand même incroyable. Et en fait, quand tu prends du recul, tu dis, ah oui, quand même. Et il y en a plein qui te disent, mais vous m'avez fait pleurer et tout, quand je vous ai vu, je vous ai encouragé. Donc oui, on fait partie de leur vie. Oui, moi, je me suis rendu compte après que je faisais partie de leur vie. Et ça, c'est encore émouvant parce que j'ai presque les larmes aux yeux encore. Mais ça, c'est génial. C'est génial de se dire on a été inspirant et on devient encore plus inspirant même après notre après-carrière. Et c'est génial. C'est génial. Merci pour vos encouragements. Ouais, merci Auguste pour la question parce qu'elle est géniale. Cette question qui me permet de rebondir. Souvent, on mesure une carrière aux médailles, alors que parfois, on est beaucoup plus que ça. Et certains n'ont pas eu ton palmarès et ne l'auront jamais pour autant. Ça ne veut pas dire qu'ils ont inspiré ne serait-ce qu'autour d'eux, ne serait-ce que le voisin, la voisine, et inspiré ne serait-ce que 5 personnes dans sa vie. C'est extraordinaire. Je te considère comme le journaliste de 20 heures qui s'invite dans mon salon. Et voilà. Bisous Juju. Juju, c'est ma plus grande fan. C'est la fille d'Audrey, d'une amie à moi. Et je te fais des gros bisous, Juju. Bon, alors, on fait des bisous à Juju. Je fais des bisous à Kelly aussi qui vient de nous rejoindre. Pour venir sur ta carrière, est-ce qu'il y a des choses, alors tu as un palmarès extraordinaire, on ne va pas parler forcément de médailles, quoique, ne sait-on jamais, est-ce qu'il y a des choses que tu aurais voulu faire et que tu n'as pas pu faire durant cette carrière? On m'a souvent posé cette question. Que j'aurais voulu faire et que je n'ai pas pu faire. Bonne question. Peut-être que non. Peut-être que tu as fait tout, tu as été au-delà de ce que tu as espéré, imaginé. Il n'y a pas forcément de réponse à cette question. Ouais. Mais un jour, il a bien fallu
prendre la décision d'arrêter. Oui. Et prendre la décision d'arrêter peut s'avérer parfois compliqué, puisque j'en parlais dernièrement avec un cycliste. À l'âge de 19 ans, il souhaitait arrêter sa carrière de cycliste, sauf qu'il ne savait pas comment l'annoncer à ses parents. Donc, il a demandé à un copain de monter sur un lavabo et de lui sauter sur la cheville. Parce que, je te jure que c'est vrai, je te jure que c'est vrai. Parce qu'au moins, eh bien, ça pouvait justifier le fait d'arrêter sa carrière. Voilà où, quand je pose cette question, est-ce que ça a été difficile pour toi de prendre la décision d'arrêter? Souvent, les gens prennent un peu la question par-dessus, mais pour d'autres personnes, ça peut être compliqué. Ouais. Et cette personne ne veut même pas témoigner, alors qu'aujourd'hui, il a 50 ans. Aujourd'hui, il n'est toujours pas capable de témoigner à visage découvert qu'il a demandé à son pote à l'âge de 19 ans de lui sauter sur la cheville. Tellement c'est encore impactant pour lui. Alors, j'ai appris aussi pour une autre athlète, enfin, il y en a d'autres, où c'est encore ancré, cet arrêt de carrière, où ça a été compliqué. Parce que tu n'as plus ce cocon autour de toi et que tu n'as plus de reconnaissance des fois aussi. Tu deviens quelqu'un de lambda. Alors moi, je vais vous dire, j'étais super contente. J'ai fait au revoir à la natation. Mais comment est arrivée la question? Comment tu as décidé de te dire ça maintenant? Mûrement réfléchi, mûrement réfléchi. Alors, je ne vais pas vous mentir, depuis 2006, alors j'ai arrêté ma carrière en 2009, mais depuis 2006, j'avais envie d'arrêter parce que j'étais passée par plein de moments qui étaient devenus compliqués. 2005, j'ai 1 mois d'arrêt obligatoire par le médecin de l'équipe de France. J'arrête 1 mois, mais une blessure qui dure 1 an et demi. 2006, été 2006, j'attrape la gale lors d'un stage. Championnat d'Europe, je passe à travers. Et au fur et à mesure des années, j'essaie de revenir à mon meilleur niveau compliqué. 2007, je quitte l'INSEP, je pars m'entraîner à Toulouse, qui m'a vraiment redonné un boost de changer de méthode d'entraînement, d'environnement et tout ça. Je me requalifie aux Jeux. 2009, 2008, 2009, 2008, après les Jeux de Pékin, je fais une petite pause. Je reviens début 2009, mais là, 2009 reprend. Je décide de nager qu'avec mes acquis, d'aller m'entraîner au moins 1 fois par jour, pas mal sur la prépa physique et tout ça. Et difficile, mais j'arrive à tenir. Je garde mes titres de championne de France, je me qualifie aux Jeux méditerranéens, je garde le titre aux Jeux méditerranéens, je me qualifie au championnat du monde. Mais au championnat du monde, j'ai vu que c'était un déclic. J'ai dit, c'est bon, c'est fini. Au championnat du monde, je savais que c'était fini. Est-ce que le fait aussi d'avoir, tu commences ta carrière internationale par un titre de vice-championne olympique, l'année suivante, tu es vice-championne du monde, puis derrière, tu n'as plus les titres majeurs comme tu les as eu. Est-ce que ça a été quelque chose qui a été difficile à vivre, d'avoir l'impression, ou est-ce que tu as eu cette impression de devoir courir après le fait de retrouver ce niveau, de retrouver ces niveaux? Ouais, complètement. J'ai couru après depuis 2005 jusqu'à 2009, j'ai essayé de courir après. Et en plus, beaucoup, vous le savez, les combinaisons sont arrivées. Elles n'ont pas fait longtemps, mais elles sont arrivées. Mais moi, juste le fait d'avoir arrêté un peu et de chercher à revenir à mon meilleur niveau, les filles, elles avançaient, elles gagnaient des centièmes, et ça avançait. Et moi, j'essayais à peine à revenir à mon meilleur niveau. Et donc, je descendais dans le classement. Je n'étais pas la meilleure. Donc, championnat du monde, je me qualifie 9e temps au 50 nagib, même si je bats le record de France. Je ne me qualifie pas en finale. Ça a été dur, mais quand j'avais décidé, franchement, j'ai mis du temps à vraiment me décider parce qu'il fallait vraiment que je réfléchisse et je me dise, voilà, c'est vraiment fini. Je reviens de Rome, championnat du monde. Bonjour la Guyane. Et ma mère me dit, il ne faut pas que tu restes à la maison, il faut que tu partes en vacances parce que tu vas me faire un burn-out. Et j'appelle une copine et je lui dis d'équipe de France, j'ai dit, bon, je veux partir en vacances, je t'appelle demain, je cherche la destination et on part. Et elle me fait, mais attends, mais je dois poser mes congés et tout. Je fais, tu te débrouilles. Et on est parti aux Maldives. J'ai dit, il faut que je parte quelque part, mais loin où, voilà. Tu seras coupé de tout. Et, pardon? Tu serais coupé de tout. Ouais, complètement coupé de tout et il fallait que je voie autre chose. Et à mon retour, ça y est, pour moi, c'était bon. Je savais que j'allais arrêter.
Et la seule chose qu'il fallait que je fasse, c'est, on en avait parlé aussi, ou comme j'avais été virée de l'INSEP pour mes études, il fallait que je trouve une école de journalisme. Je suis rentrée de vacances, septembre, j'appelle un ami, je lui dis, ben voilà, Pierre, j'ai besoin d'une école de journalisme. On m'a viré de l'INSEP, est-ce que tu peux m'aider? Et en fait, Justement, c'est important on va rentrer dans le détail de cette histoire parce que c'est très très important de comprendre que finalement la reconnaissance qu'on croit avoir de l'extérieur ou qu'on croit que les autorités pourraient nous donner, vue par monsieur, madame, tout le monde, n'est pas forcément celle qu'on pense. Et en effet, c'est un processus de deuil. Hein, c'est pour ça qu'on appelle la petite mort, hein, du sportif de haut niveau. Donc c'est vrai que totalement, Laurence, c'est un processus de deuil dont certains ne sortent pas du déni. Tu vois, il y a la première phase du déni. Qu'est-ce que tu savais de l'après-carrière avant de revenir sur l'INSEP et restez avec nous, hein, parce que vous allez tomber de très haut quand vous allez entendre cette histoire sur l'INSEP. Vous n'êtes pas encore prêt à écouter cette histoire, croyez-moi. Donc restez avec nous. Mais avant d'en parler, qu'est-ce que tu savais de l'après-carrière? Qu'est-ce que tu avais entendu de l'après-carrière? Est-ce qu'on t'y avait préparé ou est-ce que tu t'y étais toi-même préparé? Alors, je me suis préparée moi toute seule. En faisant quoi? Parce que j'avais juste envie de travailler. Mais certes, alors oui, on entend l'après-carrière. Tous les sportifs qui sont dans les sports olympiques, qu'on ne gagne pas des millions non plus. Hein. Donc, on vous dit, préparez votre après-carrière, faites vos études, préparez votre après-carrière, parce que même en traversant passage piéton, une voiture, et même maintenant, aujourd'hui, les trottinettes et tout ça, carrière est finie. Donc, on vous dit, préparez votre après-carrière. Donc, moi, quand j'ai arrêté, j'avais juste envie de finir mes études et travailler. Juste ça. Mais je ne savais pas à quoi m'attendre. Au-delà de l'aspect professionnel, est-ce qu'on te parle d'autres choses qui pourraient t'attendre dans l'après-carrière? Non, non, pas du tout. Hello Yuri. Yuri qui m'a dit qui était ravi qu'on lance ce concept et qui m'a dit que c'était fou pour la flamme. Oui, c'est vrai, je confirme, c'est fou que je porte la flamme olympique. Jamais j'aurais pensé qu'on aurait pensé à moi, mais je suis ravie de faire partie de cette aventure-là. Non, non, on prépare toujours pas assez. Hein, et qu'est-ce que tu as trouvé finalement en dehors de l'aspect professionnel? Qu'est-ce qui t'a surpris dans cette après-carrière? Qui m'a surpris, qu'ils peuvent avoir autant de requins dans le monde professionnel que dans le sport. que dans la piscine, finalement. Mais, exactement. Pour revenir dans cette après-carrière, puisque ça fait partie complètement intégrante de l'histoire dont tu parlais de l'INSEP, durant tes études, donc tu as voulu faire des études à Sportcom, à l'INSEP, hein, qui est alors l'INSEP, c'est l'Institut National Sportif d'Excellence Physique, je crois, parce qu'ils ont changé la fin du cycle. De performance maintenant. De performance, voilà, c'est ça. Tu faisais donc partie des pensionnaires, tu allais à l'école, hein, puisque l'école est adaptée en fonction de tes horaires. Et puis un jour, tu as reçu un mail. Je te laisse raconter cette histoire. Et si vous n'êtes pas assis, asseyez-vous, c'est le moment. Alors, on va reprendre le début parce que je faisais Sportcom. J'ai commencé Sportcom avant Pékin, bien avant Pékin. L'année de Pékin, comme je l'ai préparée à Toulouse, donc j'ai demandé à faire mon stage à France 3 à Toulouse, qui s'est très bien passé. J'ai adoré, puisqu'en plus je connaissais les journalistes. J'allais faire les sujets, les reportages et tout en ville et tout ça. C'était très sympa. Donc je reviens à Paris après Pékin. Et on me dit, donc forcément vous avez de la réunion de fin d'année en disant voilà le bilan. Alors je fais oui, il y a des grandes chances que j'arrête ma carrière et tout là dans 2 mois, donc voilà. Elle fait mais non, mais Malia, on va pas te garder. On te garde pas parce que la natation n'est pas adapté, ton sport n'est pas adapté par rapport à la filière et tu vas jamais avoir ton diplôme dans les 2 ans qui vont suivre, même en multipliant les années, tu vas jamais. J'ai fait, mais j'arrête ma carrière. Je fais non, on te garde pas. Je recontextualise. Vice-championne olympique, vice-championne du monde, dans une structure dédiée au sport de haut niveau, avec une structure qui est censée mettre en place un processus scolaire qui s'adapte aux sportifs.
c'est finalement cette structure sportive, donc Sportcom, une école de journalisme, qui t'écrit pour te dire ça va pas être possible de te garder parce que ton emploi du temps de nageuse ne correspond pas à nos besoins d'étudiants. C'est ça, à nos besoins scolaires, à tes présences à l'école, et ils te demandent donc d'arrêter, alors que tu leur précises, mais moi je vais arrêter ma carrière. Ouais. On est d'accord? Complètement. Donc ils te mettent un gros coup de pied au cul. Ouais, exactement. Exactement. Donc j'ai dit ok, au revoir. Donc quand j'arrête les championnats du monde, c'est là que j'appelle mon ami, qui me trouve une école de journalisme. Et donc, je fais mes 2 ans et tout ça. Et il y a combien de temps? Il y a bien avant le Covid, je dirais 2015, 2016, on m'envoie un mail de l'INSEP. On me dit, Malia, on aimerait bien avoir ton témoignage étant passé par Sportcom. J'ai fait là. Vous ne serez pas déçus. Je vais vous régaler. Je pense que vous êtes nouveau à l'INSEP parce que, alors je vous explique, vu que j'ai été virée de l'INSEP, je pense que mon témoignage ne serait vraiment pas favorable pour vous. Donc voilà, c'est ce que je leur ai dit. Et là, ils m'ont demandé, mais qui était à Sportcom et tout. Bah, je vous renvoie les noms des journalistes que vous avez embauchés. Et voilà. Et qui m'ont virée. Comment tu t'es sentie à ce moment-là? Ah, franchement, alors moi, je suis pas du genre à gratter derrière les gens quand ils te ferment la porte au nez. Je suis du genre à garder la tête haute et à leur montrer que je suis capable et qu'ils avaient tort. Voilà pourquoi. C'est un peu ma force de me dire que rien n'est impossible. Il y a toujours une possibilité quelque part. Et que je serais, surtout sur ce genre de choses. Alors moi, j'ai de la chance parce que je suis une des personnes qui demande tout le temps les cartes de visite et qui j'adore rester en contact avec les gens que je rencontre, que j'ai rencontrés pendant ma carrière. Et c'est aussi ça qui m'a sauvée, je dirais. Attention, tu vas avoir des messages sur Instagram qui vont arriver. Ça fait rien, mais je vous donne surtout le conseil. S'il y a des sportifs qui nous suivent ou même dans le milieu professionnel, peu importe, gardez les contacts, allez sur LinkedIn, prenez-les, gardez-les. Parce qu'ils peuvent vous sauver la vie, on ne sait jamais à quel moment. Tout à fait. Faites-vous votre réseau, surtout vous êtes sportif de haut niveau, faites-vous votre réseau parce que vous allez forcément en avoir besoin plus tard. Et ben moi, je les ai rencontrés, c'est Pierre qui nous a accompagné les sportifs qui avaient signé, je veux dire, avec EDF, c'était le partenaire, ils avaient choisi 5 athlètes, 5 nageurs. Il y avait Solène, moi, Hugues, Virginie, et je ne sais plus, et moi, voilà. Et donc, ils nous ont accompagnés, et comme ils savaient que j'aimais le rugby, ils m'invitaient sur les matchs de rugby. Donc, forcément, on avait les mêmes délires, autres que la natation, mais il y avait leur passion qui était le rugby. Pierre, qui était ancien joueur de tennis, qui m'invitait sur les trucs de tennis. Donc, voilà. En fait, grâce à mon réseau, j'ai réussi à aussi sauver mon après-carrière. Donc, voilà. Je dis que merci à mon réseau parce que sinon, je ne pense pas que j'aurais pu aussi bien réussir mon après-carrière. Mais je pense que c'est aussi le côté naturel qui est chez moi de m'intéresser aux gens, de savoir ce qu'ils font. C'est aussi ça qui est bien, sans vouloir forcément leur retirer quelque chose, mais c'est juste pour s'intéresser à ce qu'ils font, pour se dire, ben, peut-être moi, ça ne m'intéresse pas, mais peut-être ça va intéresser Vanessa. Ça va intéresser Diane qui est là, qui nous écoute. Coucou Diane. Voilà, en fait, c'est ce que assez souvent je me dis. Et des fois, c'est ce que je fais marcher. Je dis, bah, en fait, j'ai une amie peut-être qui pourrait vous rentrer en contact et vous pourrez faire un échange de business ou quoi que ce soit. Des fois, c'est souvent ça. Ça marche plus que pour moi. Donc voilà, je vous dis, prenez les contacts et faites-vous votre réseau. Et c'est ce qui sauve assez souvent. Qu'est-ce qui a été difficile pour toi dans l'après-carrière? Qu'est-ce que tu as eu du mal à vivre? Parce que Malia, elle est très connue pour son sourire, pour sa vitalité, pour sa bonne humeur. Et Malia, elle est aussi humaine. Et je sais que le lendemain, alors même si tu t'en es très bien tiré et que tu as su tirer profit d'un réseau riche que tu as, sur lequel tu as travaillé, évidemment, et qui est important. En effet, il est important de passer le message que le réseau, c'est aussi un trésor et c'est aussi une richesse. Donc, tous les sportifs qui nous suivent, vous rencontrez des gens, donc c'est encore plus avec les réseaux sociaux, c'est encore plus facile de garder le contact. Donc, grandissez votre réseau parce que tôt ou tard, ça peut vous servir ou ça peut servir à un ami. Qu'est-ce qui a été difficile pour toi à vivre
Posez vos questions, hein. Vous faites des coucous, je suis ravie. Hein. Alors, Ouais. franchement, je vais te dire tous les moments où je suis passée parce que je travaillais au groupe. Alors, j'ai eu la chance où j'ai rebondi au groupe Alliance parce que j'ai aussi vécu la petite mort, tu parlais. Oui. J'ai eu 2 ans de galère Mais où j'ai justement, envoyé. justement, Ah, à quoi elle ressemblait cette petite mort? à quoi elle ressemblait? Ben, je suis retournée chez maman, en fait, chez moi, mais c'était chez ma mère maintenant. Et quand tu retournes, tu dis, ben, en fait, c'est plus trop chez moi là. Donc oui, ma mère, elle était là depuis pas mal d'années. Et donc, quand tu te dis, bah, c'est maman qui va me sauver, puisque c'est elle qui va me faire à manger. Certes, c'est moi qui payais encore le prêt. Donc oui, j'ai galéré financièrement. Ça, je n'ai pas honte de le dire. J'ai galéré financièrement. J'ai la chance où, certes, on m'a dit, Malia, investis dans la pierre. J'ai investi dans la pierre. Mais au bout d'un moment, quand tu te retrouves dans la petite mort, c'est très compliqué. Donc, Mais c'est quoi qui est compliqué dans la petite mort? j'ai envoyé des CV à droite à gauche, personne ne te répond, personne ne te trouve de poste. Et, Même et quand même, on est vice-championne olympique, même quand on est vice-championne c'est du pas monde. ta médaille qui va te faire entrer dans une boîte. C'est pas ça. Et je peux vous dire que j'ai même envoyé pour faire femme de ménage. Je me suis dit, j'ai envie de travailler, il faut que je paye mes factures. J'ai pas seulement mon prêt à payer, il faut que je paye la box, il faut que je paye mon téléphone, il faut que je paye mes impôts, il faut que je paye, j'ai taxes foncières, voilà, j'ai tout ça à payer. Comment je fais? Il faut que je trouve du travail. Je ne trouvais pas et j'ai eu la chance enfin la chance, j'ai eu une amie qui m'a dit, j'ai eu un moment envie de mélanger passion et sport, monter on va dire, ma marque de maillot de bain et tout ça parce que j'adore dessiner. C'est aussi une des passions que j'ai depuis que je suis toute petite. Et elle me fait, mais Maya, ta collection ne va pas te faire payer tes factures. Et là, je me suis dit, bon, ok. Alors, comment je fais? Et à l'époque, j'avais vu toutes les vidéos. Ça a été difficile à entendre ça? Ça a été difficile parce que tu te dis comment je vais faire pour rebondir et vraiment comment je vais faire pour payer mes factures. Il y a Je deviens. Loris Borelli, t'as vu ça? Ouais. Et Loris, t'es en Martinique ou pas? Il est en Guadeloupe aux Il est dernières en nouvelles. Oui. Guadeloupe? Ouais. Putain. On a le soleil, donc je ne vais pas non plus crier. On a le soleil. Oui, ça donne encore une claque. Tu te dis, tu as pris une claque, ça fait 2 ans que tu galères. Et tu prends une autre claque et tu te dis, bon, bah, comment je vais faire? Et là, il m'est venu, je me suis dit, mais attends, j'ai vu des pubs à la télé et tout. Alliance recrute des anciens sportifs et tout. Et là, elle me dit, ah bah attends, j'ai une amie qui travaille. Et en fait, je suis rentrée comme ça. Elle a une amie qui travaillait. Elle n'avait pas un grand poste. Hein. Elle m'a passé sa bosse. J'ai passé 4 entretiens. Et pendant les 4 entretiens, n'oubliez pas que j'habitais à Toulouse, donc je payais mes billets aller et retour à chaque Oui, fois. c'était pas Je restais pas en sur. visio hein, à l'époque. C'était pas encore. C'était pas visio à l'époque. Et après, on m'a annoncé au mois de septembre que j'étais prise et que je commençais au mois d'octobre. Donc, il fallait que je trouve un moyen de m'héberger, voilà, et où j'allais dormir, prendre mes affaires, voilà. Mais ça a été 2 ans où tu te dis, tu prends des claques et tu peux pas travailler. Mais j'ai quand même rebondi sur du sport. J'ai j'ai repris un peu la nage, de la course, parce qu'on m'avait demandé de faire un triathlon par équipe. Et le fait de voir du monde aussi au quotidien, ou que j'allais à la piscine au TOEC, ça m'avait fait du bien. Et ça m'avait posé plein d'interrogations à me dire et tout. Et eux, ils me disent, Malia, si on entend quelque chose, on essaiera de voir et tout, si ça pourrait t'intéresser. Donc oui, ils m'ont aidé aussi. Mais quand Alliance, même si... Salut ma Clo-Clo, il y a une ancienne collègue de chez Alliance qui s'est Eh ben connectée. justement, on en parle d'alliance. Et en plus, on a déjeuné ensemble mardi. Et je me suis dit, il faut que j'y aille. Je ne sais pas ce que je vais faire. Je ne sais pas si je suis capable, mais il faut que je travaille. Et je me suis lancée comme ça. Il y a une question qui nous vient d'Auguste, il me semble, je ne sais plus son prénom, mais qui nous dit, est-ce que la petite mort a été une phase de dépression pour toi? Non, non, non. Heureusement. Heureusement, non, ça n'a pas. Non. J'ai eu un burn-out bien après dans le milieu professionnel, avant Titicaca, je peux vous dire. Mais ça rien. Non. Franchement, les 2 ans où j'ai vécu à la maison avec maman,
C'était des belles années. Certes, j'envoyais des CV, je trouvais rien, mais c'est pas pour ça que non, j'ai pas fait. Non, ouais. Ah, sacré battante, je suis bien d'accord. Parle-nous de ce burn-out. Alors, qu'est-ce qui s'est-il passé finalement? On Euh, va au lac Titicaca, hein, parce que toi, tu es une femme de défis, tu te lances des défis et ouais, tout. D'ailleurs, complètement. il est au musée Grévin, je me rappelle plus de son prénom. Théo, Théo, Théo. oui, et sa statue au musée Grévin depuis une semaine ou deux, je sais plus d'ailleurs. Ouais, depuis 2 semaines, 3 semaines. Ouais, 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 Avec qui ouais. tu as fait le défi du lac Exact. Titicaca. Ah, mais Ouais. Sandra, parle-nous de ce burn-out, à quoi il est dû, comment est... Euh, En fait, ça a été compliqué parce que les entraînements prenaient de la place et mon image prenait de la place pour certains managers. Et ce défi commençait à se faire entendre je veux vous parler vraiment du côté burn-out, comment je l'ai vécu, c'est que je rentrais chez moi, j'étais en pleurs. Je préparais mes affaires parce que je suis quelqu'un d'organisé. Je prépare mes affaires pour le lendemain, je suis en pleurs. Je me lève le matin, je suis en pleurs. Je vais au boulot, je m'enferme dans les toilettes, je suis en pleurs. Et pourquoi tu pleurais? Et en fait, parce que je ne pouvais plus supporter les personnes avec qui je travaillais. C'était impossible. J'avais la hantise que si je les voyais, heureusement, je ne suis pas quelqu'un de sauvage ou d'agressif ou de violente parce que je pense que ça aurait pu aller très très loin. Et en fait, même ma collègue avec qui je m'entends très très bien, avec qui j'ai déjeuné, il y a Claudine, mais il y a aussi Carole. Et en fait, elle me dit, mais va voir la médecine du travail, va voir. J'ai fait non. Non, de toute façon, c'est bientôt fini. Je vais partir, je vais voir la RH, je vais demander à la RH de faire en sorte que après le Titi Caca, ça s'arrête. Et Titicaca, je vais bientôt partir. J'ai 2 semaines de stage au mois d'octobre. Et puis après, je pars un mois. Et après, je vais faire en sorte de. On va voir pour que je ne revienne plus au boulot. Parce que sinon, ça va plus être possible. Je pense que si je reprenais vraiment le boulot après Titicaca, salut Mamédi. Justement, j'en profite pour faire un teaser pour ceux qui suivent ce direct. Eh bien, sachez que la semaine prochaine, C'est en lieu et place Mamédi. de Malia, ce sera Mamedi Doukara, The Eh, Machine. ouais. Pour ceux qui ne comprennent pas l'anecdote, allez voir sur Mamedi Doukara, vous allez comprendre pourquoi je l'appelle la machine. Et On parle de je pense burn-out, que je. justement, celui qui nous dit hello, c'est Docteur Salbert. Donc, merci Docteur Salbert d'être là. Et en fait, je pense que j'aurais refait un burn-out encore derrière Titicaca. Même si le Titicaca m'a vraiment fait du bien, parce que on partait, on n'avait plus personne autour de nous et tout. Et en fait, on avait vu pour que je ne reprenne pas, que je ne retourne plus au bureau et que je pouvais arrêter là avant la date de ma rupture conventionnelle. Donc ça a été très très dur. C'était quelque chose que j'avais jamais vécu, même en tant que sportif de haut niveau. J'avais jamais vécu ça. De rentrer dans ma chambre, pleurer et me dire qu'avant l'entraînement, pleurer. Mais non, jamais. J'allais, comme on dit, j'allais en marchant, en reculant et je traînais les pieds, mais j'y allais parce que je pouvais me surprendre en allant à l'entraînement et que je prenais du plaisir. Merci Claudine. J'ai presque Mais envie de oui. dire que pour certains, le défi du lac Titicaca était fou. Pour toi, ça a été presque salvateur. C'est Ouais. la chose à laquelle tu t'es accroché et c'est Mhm. la sortie d'Alliance. Parce que finalement, si à ce moment-là, tu n'avais pas ce défi-là, qu'est-ce qui se serait Oh, passé? je sais pas. Ah, je sais pas. Avec Desi, on aurait fait tellement de choses, mais je sais pas. Ouais, ça aurait été très compliqué. Ouais, très très compliqué. Est-ce que j'ai jamais fait arrêt de travail. J'ai fait 7 ans de boulot et j'ai jamais fait un seul arrêt de travail ou arrêt de maladie ou quoi que ce soit. Donc ouais, je pense que Important pour toi d'être vue comme une besogneuse, d'être vue comme quelqu'un sur qui on peut compter? Euh, oui et non. Oui et non. Parce que Moi, le ça fait de me. préciser ces temps sans un arrêt Bah, maladie, sans un j'étais arrêt... plutôt fière parce que assez souvent, on parle des gens qui abusent des arrêts de travail et qui tout ça, arrêt maladie. Bah, je me dis, bah, moi, j'en ai jamais fait, je connais pas. Je connais pas, non. Je me levais le matin très tôt pour pouvoir faire mon sport avant d'aller bosser. Après bosser, des fois, j'allais sur des événements sur lesquels j'étais invitée. Des fois, je finissais tard. Des fois, je faisais en sorte de rentrer tôt parce que je savais que je devais me relever le matin à 6h20 pour faire mon sport. Donc,
Non, c'était juste que j'étais comme ça. Et le fait de me voir comme ça, tant mieux. Peut-être ça donnait l'envie à certains de le faire. Mais j'attendais rien des autres. J'attendais rien. Rien. C'était juste faire attention à ma santé, à moi d'abord. Toi Mm. d'abord, ouais, un sport individuel, Mm. on peut comprendre que, surtout comme la natation, c'est pas le sport le plus ludique et le plus, en tout cas au premier abord, on a tendance à dire un petit carreau, deux petits carreaux, trois petits carreaux. Au Ça fond de dépend de la vitesse à laquelle on nage. Un gros bisou à tous ceux qui me font coucou. Hein. N'hésitez pas Ouais. à vous poser des questions, à nous poser des questions. Je vous rappelle, pour ceux qui ne connaissent pas, je suis en direct avec Malia Metella, ancienne sportive de niveau en natation, hein, vice-championne olympique, vice-championne du monde dans la discipline reine, la nage libre. Ça, c'est assez fou. Alors, qui dit nouveau format de ce live talk show dit forcément nouvelle rubrique. Es-tu prêt? Salut Joël. Joël, c'est un des fondateurs des startups dans lequel j'ai investi avec Tremplin Capital. Ok, bisous Joël. Ayinde aussi, 2.0 nous fait coucou, gros bisous. Alors, je disais donc que nouveau format, nouvelle rubrique. Donc j'ai identifié en tant qu'experte en neurosciences et neuroémotionnelles, j'ai identifié 5 pôles majeurs de changement qu'on a déjà plus ou moins évoqués hein, dans ce live, mais qui va nous permettre de faire un petit résumé de tout ce qu'on s'est dit et puis d'aborder peut-être plus précisément des choses qu'on n'a pas encore évoquées. Malia la meilleure, c'est Amel. Amel! Oh! Génial! Alors, ouais, j'ai fait une expérience. Désolée, on va te faire changer de sujet, Je Vanessa. je vais retomber sur mes pieds. Moi, j'adore les anecdotes. Alors, Vas-y, t'inquiète pas. Amel. Alors, vous savez tous, pour certains qui ne me suivent pas, qui suivent Vanessa, donc j'ai fait la Sarawiya. La Sarawiya, c'est un raid multisport dans le désert de Dakhla au Maroc. C'était le 10e anniversaire. Et Amel, alors ce jour-là, ma binôme était blessée, elle s'est fait opérer à l'aile, elle avait une mèche, elle avait arrêté. Oh mon Toto, il y a Théo Curin qui est là. Bisous mon Toto, il faut qu'on se voit. Et en fait, j'ai commencé forcément la partie avec ma binôme. Ensuite, j'ai pris une autre binôme qui avait plus de binôme. J'ai fait du kayak avec elle, j'ai fait du VTT. Et à un moment, on descend en rappel, 50 mètres en rappel. Et ensuite, on devait finir 14 km en VTT. Et avant, mon cœur, mon chou. Et Je sais pas qui tu es, mais. Hein. c'est Théo Curin avec qui j'ai fait la traversée. Ah oui, Théo, bravo. Oui, bravo, Oui. on en parlait tout à Eh l'heure. oui, on a parlé de toi tout à l'heure. Oui, on a Et parlé de Théo toi Grévin, mon chou. pour ta jolie, Et, et ta pour jolie finir ces stature. 14 km, juste au moment où on part, il y a Amel qui appelle et qui dit « Vous partez? Oh, je vous suis. » Et j'ai fait « Je te laisse pas. » Et j'étais avec une autre binôme et je lui dis on va l'attendre. Elle va rouler avec nous, on va rouler avec elle, on va l'aider, on va lui l'indiquer comment changer les trucs des plateaux parce que quand tu as du faux plat et tout ça, ou quand après tu as une pente, on va l'aider, on va l'accompagner. Et Magali, Machou, et on l'a accompagné sur les 14 km et on était en pleurs toutes les trois puisqu'on a fini à 3. Et elle me dit, Amel, Malia, si tu n'étais pas là et que tu n'étais pas restée avec moi, j'aurais arrêté. Et c'est aussi ça, la Sarawiya. Et elle n'était pas la seule avec qui, je me suis arrêtée dans la course pour pouvoir aider. Il y a eu aussi Malika qui est du Marrakech. On a fait 3,5 km de canoë, on est monté 1,5 km en trail, 1,5 km de canoë et ensuite on avait 2 km de trail. Et sur les 2 km de trail, il y avait Malika qui boitait et qui marchait, qui boitait. Et on la voit avec ma binôme. Et tout le monde lui passe, hein, passe. En fait, on s'arrête. Ma binôme, c'est Anissa et elle est masseuse. Et en fait, on s'arrête. Et elle l'étire. Elle lui étire son mollet parce qu'elle avait une crampe et ça passait pas. Elle l'étire. Et moi, j'avais un baume d'huile essentielle chauffant. Donc, je la masse avec le baume et tout. Je la masse. On reste 10 minutes, un quart d'heure avec elle.
Et on lui dit, est-ce que ça va aller? Elle dit, oui, ça va aller. Et en fait, je la vois le soir, je lui dis, alors Malika, tu t'es arrêtée après parce qu'en fait, on avait encore 20 km de vélo, hein, VTT, hein, d'orientation. Donc, elle fait, ah non, mais moi, j'ai continué, hein, je suis allée jusqu'au bout. Et elle était tellement contente. Et j'étais que tellement contente de me dire que elle a fini. Elle a fini. En fait, c'était le dernier jour. Elle a fini tout. En fait, vraiment tout le raid. Elle a tout fait alors qu'elle avait mal. Et ça s'est bien passé après. Et donc, Amel et Malika, je vous embrasse parce que pour moi, vous avez été aussi des belles rencontres avec toutes les femmes de la Sahraouia. Mais le fait de vous avoir accompagné jusqu'au bout, pour moi, c'est aussi ça la solidarité féminine. Ouais, ouais, ouais. Après une carrière comme la tienne, on peut penser que physiquement, tu n'as pas rien à prouver, que les défis, tu les as relevés. Qu'est-ce qui te pousse à accepter ce genre de défis, comme le lac Titicaca, comme Sahraouia, comme pourquoi tu dis encore oui à ce type de défi? Parce Qu'est-ce que que c'est parce qu'en fait, c'est déjà défi Titicaca parce que les valeurs que Théo m'a présentées, que Anne, son agent, m'a présentées, c'était moi. J'ai dit, je ne peux pas passer ça. À 40 ans, je ne peux pas passer à côté de ça. Tu ne vas pas le refaire. Malia, c'est maintenant ou jamais. Je suis sûre que toi aussi, si on t'en propose un gros truc, tu y vas parce que tu dis, bon, bah, peut-être, c'est pas 50 ans que je vais le faire, c'est maintenant que je vais le faire et il faut que j'en profite. Donc, me dire, certes, après 11 ans d'arrêt de natation, de me remettre à faire pour faire 100 km de natation, 108 km de natation dans un lac à 4000 mètres d'altitude, ouais, Amel, je t'adore. Et oui, j'y vais parce que les valeurs de Théo qui nous montre tellement de choses. Une personne en situation de handicap est capable de faire tellement de choses. C'est plus qu'un combattant, c'est un warrior. J'ai vu mon père aussi qui était en situation de handicap, qui voulait pas montrer que il avait mal. Il aimait pas dire qu'il avait mal. Et c'était la même chose pour Théo. Et on l'a vécu sur le lac. Et l'aventure à trois, ça a été énorme. L'aventure à trois. J'étais la seule nana. Donc, j'étais la plus vieille. Je m'imposais, mais c'est super bien passé. Tous les trois, on se matchait ensemble et on s'entraidait parce que une fois que tu as vécu la première tempête où Théo il s'est dit c'est bon, première tempête, ça va être la misère. Ouais, On parce s'est qu'en dit plus, vous étiez en autonomie, vous tiriez votre propre denrée alimentaire, votre pactage. Hein, exactement. Ouais, on tractait un radeau de 500 kilos avec nos deux copains dessus. Donc oui, on savait qu'on partait pas dans une galère, mais dans une aventure complètement folle. Et même Albon Michon, qui est notre préparateur en survie, il nous a dit, bah, si vous n'arrivez pas de galère, c'est nul. Et là, on s'est dit, c'est vrai, mais qu'est-ce qui va nous arriver comme galère? Il y a Magali qui te lance le défi koh là, cette fois. Ah non, non, je ne fais pas koh. Magali, mon corps, il a dit stop. Magali, vraiment, mon corps, il a dit stop. Quand tu as vraiment mal, tu dis stop. Comment on se prépare à ce genre de défi? Est-ce qu'on a un préparateur physique, je me doute? Est-ce qu'on a un préparateur mental? Parce que tu parlais du fait de ne pas supporter, en tout cas à l'époque, l'imprévu. Là, quand on s'embarque dans ce genre d'aventure, l'imprévu est à tous les tournants. Hein. Ouais. Alors, en 15 mois de préparation pour le défi Titicaca, j'étais prête au mois de septembre 2020 à reprendre l'entraînement. Mi-septembre, j'ai commencé. Ma tête était prête, mes bras et mon corps, pas du tout. Oui, Il parce fallait que du corps. que je On a beau reprenne mes être appuis. médaillé. Ah ouais, il faut que je reprenne les appuis dans l'eau. La Ça, j'avais plus. natation, ingrat en plus, mon Dieu. Ah ouais, après 11 ans, c'est compliqué. Donc, il fallait que je reprenne des appuis, je retrouve les sensations. J'ai mis 1 mois et demi avant de retrouver des sensations. Donc, je savais comment je fallait pour retrouver ces sensations. C'était les rythmes de muscu, de footing et tout ça qui allait faire que j'allais retrouver des sensations aussi dans l'eau. Et ensuite, on apprend à nager à 3 dans l'eau froide. On adapte notre corps à l'eau froide pendant 15 mois. Je prenais des douches froides pendant l'hiver. Je dormais la fenêtre ouverte pendant l'hiver. Je vais même dire qu'Émilie, qui vient chez moi de temps en temps, elle déteste parce que même encore là, je laisse la fenêtre ouverte. J'ai pris l'habitude que même pendant l'hiver, je dors la fenêtre ouverte. J'ai besoin de ce côté frais
que j'ai eu l'habitude pendant cette préparation et pendant Titicaca. On apprend la survie, on apprend la communication. Et on avait Mathieu comme capitaine et qu'il me disait, mais vous vous rendez pas compte que certes j'étais capitaine, mais j'avais vos deux vies entre mes mains et que je devais prendre des bonnes décisions. Théo, je ne sais pas s'il est encore là, mais à chaque fois qu'il posait des questions à Mathieu sur le radeau, Mathieu prenait 5 minutes avant de répondre. Et Théo devenait complètement dingue. Mais tu vas me répondre, je t'ai posé une question, tu vas me répondre, comment on va faire? Et Théo et Mathieu avaient besoin de temps parce qu'il fallait aussi trouver des solutions et se dire que ces solutions, ce sont les bonnes. Parce que se dire, mais s'il arrive quelque chose à Malia Metella, s'il arrive quelque chose à Théo Curin, comment je vais faire pour vivre avec ça, avec confiance? Et oui, donc il y a aussi ce poids pour un capitaine. Donc, moi, je posais mes questions, tu me réponds, tu ne réponds pas, ça ne fait rien. Je prends mon temps, j'adapte, je m'adapte, j'écoute et j'étais responsable de Théo s'il nous arrivait quelque chose. Mathieu était responsable du côté SOS et alors, pour vous expliquer, la 4e nuit, on dormait vraiment au milieu du lac et qu'on est arrivé une tempête au milieu des vagues, 2,50 m de vagues sur un radeau. On a dormi avec nos gilets de sauvetage et Mathieu dormait avec le couteau de survie sur lui parce qu'il s'est dit si le radeau se renverse, il fallait déchirer la tente et sortir de ce radeau parce que le radeau allait nous emporter au fond. Et moi, j'étais responsable de Théo si le radeau chavirait et que, de toute façon, là, par contre, si les combis tombaient, tout tombait, c'était juste de se motiver tous de partir un peu plus loin et d'attendre les secours. À savoir que les secours mettent 4 heures à te retrouver dans une eau à 10 degrés. Donc, voilà, on a cru qu'on allait mourir. On dort la nuit quand on connaît. On a cru qu'on allait mourir, hein, mais le fait d'être tous les trois et d'être dans le côté positif, ça nous a gardé en vie. Mais justement, est-ce qu'on dort la nuit quand on Non, c'est des micro-siestes. C'est des micro-siestes. On n'a fait que des micro-siestes. Quand tu es en pleine tempête sur un lac comme ça, que tu fais que des micro-siestes et tu te racontes des histoires positives. Parce que je me rappelle la première nuit, première tempête, on s'est raconté des histoires qui faisaient peur et on a dit Mathieu, plus jamais. C'est la prochaine question. À quoi on s'accroche quand les moments difficiles, quand on commence à douter, quand on se dit on va pas y arriver, et si c'est ma dernière nuit, et si je ne revois plus ma famille et les gens que j'aime, à quoi on pense, à quoi on s'accroche? Alors franchement, moi je me suis posé aucune question. Je me suis dit c'est pouvoir rester en vie et en vie tous les trois. Il fallait pas que je pense à la famille et tout ça parce que c'est le moment de panique. Je pouvais paniquer facilement et tu te dis il faut trouver des solutions. C'est pas le moment de paniquer, donc il faut trouver des solutions rapidement et faire en sorte d'avancer. C'était ma façon de voir le défi. J'avais juste une envie, c'est d'arriver jusqu'au bout, mais franchement, je ne pouvais. Certes, je savais que ma famille n'avait pas de nouvelles parce qu'on les appelait pas, on n'avait rien. Mais voilà, c'est le moment le plus dur. Ça a été 4e nuit. On se dit, faut rester en vie, il faut rester en vie, il faut rester en vie, rester positif. On trouvera une solution s'il y a quoi que ce soit. On savait, on avait tout préparé. On avait une petite pochette imperméable dans laquelle on avait mis nos barres de céréales s'il fallait attendre des secours. Le boîtier SOS et qu'il fallait attendre. C'était juste ça. Et il ne fallait pas paniquer. Mais on a eu la chance, le radeau n'a pas chaviré, on est resté en vie, on a repris la nage le lendemain matin, on n'a pas beaucoup avancé, mais franchement, on se dit ça, cette nuit-là, ça pouvait être que la pire de toute la traversée. On ne pouvait pas avoir pire. Je vais poser une question que tout le monde, à mon avis, va se poser. J'assume mon côté poltron. Pour l'information, je nage très bien. J'en profite pour saluer mon cousin, Jonas Jean-François, que tu connais très bien. Mais oui, je mais tu ne connais pas parce qu'il s'appelle Do Jonas. Et qui, pour la petite anecdote, a été nageur de haut niveau. Voilà, moi, elle était l'athlétisme. Lui, c'était plutôt la natation. Son frère aussi. Il a choisi le bon sport. Il a choisi le bon sport. Son frère a fait le même aussi. Son grand frère était
Donc, eh oui, il y a du talent dans ma famille. Que voulez-vous? Mais je reviens à ma question qui est un Oui. peu, qui vient d'une poltronne que je suis. Je suis persuadée que je ne suis pas la seule. Est-ce qu'on pense à ce qu'il y a dans Ah l'eau? bah oui, attends, en tant que nageuse, bien sûr. Alors là, c'est le pire. La natation, c'est carré. Hein. Au pire, tu trouves une bague et pas plus. Hein. Exactement. En fait, c'est la chasse au trésor dans les piscines. Mais dans le lac Titicaca, c'était pas ça. Est-ce que tu as eu le fameux truc qui te touche le pied? Tu te dis, ah, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Il m'a touché le pied. Alors, j'ai eu où, pendant la préparation, pour les premiers jours où on nageait en lac, on nageait en lac dans l'Oise, enfin pas dans l'Oise, près de l'eau, près de Compiègne chez l'entraîneur. Et nous, nageurs, on voit pas le fond, c'est la panique, je vais vous dire. Alors, je peux vous dire que là, dans ce lac, il y avait des algues et tu n'avais que ça qui séparait de la surface de l'eau des algues. Alors, quand tu nageais, tu essayais de ne pas Un toucher truc les qui algues. glisse comme ça. Oh, horreur. Et en fait, Mathieu, le seul qui n'avait pas peur parce qu'il a l'habitude, il a fait la traversée du détroit Gibraltar, il a fait plein de trucs, il adore ça, nager dans les lacs et tout ça. Donc, il nous balançait les algues avec Théo et moi pour nous faire peur à chaque fois. Et moi, je peux vous dire que je criais. Je touchais une feuille, je criais. Je veux vous dire que les premiers entraînements dans le lac, on n'a pas fait longtemps, mais j'ai beaucoup crié. Ça va, je me sens moins seule avec mes questions. Mais le lac, après, non, après le lac Titicaca, non, j'avais plus. En fait, il y a 300 mètres de fond dans le lac Titicaca. Donc, ça allait. Je voyais, il faisait toujours beau la journée. Donc, je voyais les rayons du soleil passer à travers. L'eau était bleue et tout. On voyait rien. Au fond, beaucoup plus au fond, c'était tout noir. On voyait rien. Mais non, franchement, on s'est éclaté à nager dedans. L'eau est super propre, vraiment au milieu. J'ai rien à dire. Certes, un peu pollué parce que il n'y a pas de poubelle. Ça n'existe pas les poubelles là-bas. Ils les brûlent. Donc, forcément, des fois, il y a des déchets dans l'eau. Mais non. Lac Titicaca, j'avais plus peur quand on y allait, donc ça allait. Mais franchement, je veux vous dire, ça peut m'arriver si je renage dans un lac de faire attention où je mets mes mains. Parce que ça, c'est des choses où on ne s'habitue pas forcément. Non, moi perso, ça aurait été peut-être un grand non à cause du fait de ne pas voir le fond. Ah ouais, c'est dur. Merci pour vos coucous. Hein. Je fais des gros coucous à Mohamed, par exemple. Alors, c'est difficile de prononcer tous les noms. I am Rebelle, 973, ça c'est pour toi. C'est pour moi la Guyane. Je suis encore en direct avec Malia Metela durant quelques minutes, hein, donc n'hésitez pas à lui poser vos questions. C'est l'avantage de ce live. Hein. Avant, vous pouvez aller voir The Glad One Podcast existe également, mais il a évolué pour devenir un live pour vous permettre de discuter avec Malia, lui poser des questions sur la santé mentale, sur l'après-carrière notamment. Et puisqu'on parle d'après-carrière, beaucoup des coachés que j'accompagne, hein, puisque je le rappelle, je suis coach en neuro-émotionnel aujourd'hui, je suis experte même en neurosciences appliquées. Et quand on arrive et qu'on vient me voir, on me dit souvent ma vie est fade, elle est triste, elle est plate. Dans l'après-carrière, je me fais chier en fait. Il me manque de l'adrénaline. Et est-ce que c'est ce que tu vas chercher en allant à ces défis, se redonner le goût à la vie en quelque part? Pas forcément. Pas forcément. Non, je recherche pas ça forcément. Je cherche quelque chose de différent. C'est tout. Juste ça. Moi, j'aime pas la routine. Je déteste la routine. C'est aussi pour ça que je suis partie aussi de l'INSEP. J'ai dit à mon entraîneur, on lui avait dit, voilà, il faut que tu changes tes façons d'entraîner et tout ça. Pendant un an, j'ai laissé et j'ai dit, bye bye, la routine, c'est plus pour moi. Donc voilà, même dans le milieu professionnel, je déteste la routine. Donc non, c'est le fait de ne pas refaire les mêmes choses, de ne pas vivre les mêmes choses, de connaître de nouvelles choses. Je suis curieuse, donc c'est aussi ça. Je veux découvrir des nouveaux trucs. Voilà, je suis sortie de la Sahraouia, je me suis blessée là-bas un peu à l'épaule. Je ne pouvais pas nager parce que je nageais quand même un peu. Après le défi Titicaca, j'ai continué à nager. Et là, on m'a dit, Malia, là, franchement, tu ne peux pas nager, il faut que tu attendes encore. Donc, je me suis mise à courir. Et donc alors que je déteste ça. Et là, franchement, je me dis, je prends plaisir, j'apprends à me faire plaisir à courir. Et c'est ça, en fait. Je sors de mes zones de confort à chaque fois. Découvrir des nouvelles sensations, découvrir des nouveaux trucs. Me dire déjà, j'arrive à faire 5 km,
que je tiens, j'arrive à le faire 2 ou 3 fois dans la semaine, mais juste ça. Ça me dire, c'est kiffant de découvrir des nouveaux trucs que je ne connaissais pas. C'est des choses que j'ai envie de découvrir dans mon après-carrière, dans ma vie professionnelle. Et c'est aussi ça. C'est pour ça aussi que à chaque fois, on me dit, mais bizarre, t'as pas fait d'école de journaliste. C'est bizarre, on te trouve dans un microfond, tu as investi dans une Sportec, maintenant tu te lances dans le tourisme. Ben, j'ai fait, ben oui, parce que j'adore découvrir des nouveaux milieux. C'est pas pour ça que je vais plus aimer ce que j'ai fait, ce que dans lequel je suis. Non, mais j'aime me lancer des nouveaux défis, certes, parce que ma curiosité me permet aussi d'aller toucher autre chose. C'est aussi ça. Coucou à Laurent, coucou à Madame Popote, à Mickaël Polobi, à Patou, qui nous font des coucous. Hein. N'hésitez pas à partager à cette oui, à partager, Vous avez des questions à partager avec nous et poser vos questions dans cette discussion. Amalia notamment, puisque c'est Amalia mon invitée dans ce live talk show. Alors, on va rentrer dans la nouvelle rubrique que j'ai annoncée tout à l'heure, puisque nouveau live talk show, nouvelle rubrique. Je vais t'annoncer. Ah non, j'avais une question avant. Qu'est-ce qui, selon toi, selon ta définition, qu'est-ce que réussir l'après-carrière, son après-carrière? Ta définition. Hein, ça va, parce qu'il y a ah oui, non, je parle de ta vision. Ta vision, qu'est-ce que c'est pour toi de réussir ton après-carrière? S'épanouir, être épanoui. Ouais, dans ce que tu fais, que ce soit de milieu professionnel ou même dans ta vie personnelle, parce que tu as besoin d'avoir cet équilibre. Donc, être épanoui complètement et kiffer ce que tu fais. Dans l'après-carrière, il y a 5 pôles majeurs que j'ai identifiés en tant que coach neuro-émotionnel, des changements assez importants. Donc, je vais te donner ces titres, ces mots, des fois c'est 3 mots ensemble, et tu vas me dire ce que ça t'évoque, si ça t'évoque une anecdote, si ça t'évoque un moment, une définition, voilà, simplement ce qui te vient, et tu n'es pas obligé de prendre le temps à faire une grande philosophie, simplement ce qui te vient. Si je te dis, alors on parle bien de l'après-carrière, ok? Si je te dis rythme de vie, donc dans l'après-carrière. Pour moi, rythme de vie, je dois donner quoi, une définition Ce que ça t'évoque. Si je te dis le rythme de vie de l'après-carrière, qu'est-ce que ça t'évoque? Aussi intense. Qu'est-ce qui a été aussi intense? Moi, j'ai besoin d'avoir un rythme, presque le même rythme que j'avais pendant ma carrière, sinon j'ai l'impression d'avoir rien fait dans ma journée. Qu'est-ce que tu t'es imposé à faire? Mon sport le matin, bosser juste après. Bon, là, j'ai la chance où j'ai un rythme complètement différent parce que j'ai pas besoin d'aller dans des bureaux, quoi que ce soit. Ensuite, manger, reprendre le boulot à 14h, même si tu vois, c'est un truc qui est complètement dingue. Hein. Je suis sortie du milieu professionnel d'une entreprise, mais me dire qu'à 14h, je dois reprendre mon ordinateur et continuer à rebosser. Ensuite, je fais une petite pause goûter. Je ne suis pas café, hein. J'ai arrêté longtemps le café. Et je continue à bosser. Et des fois, alors moi, quand j'ai commencé à travailler sur mon projet en ce moment, je restais jusqu'à 3h, 4h du matin. Voilà, c'était un peu mon rythme qui était complètement différent. Certes, je ne m'entraînais pas tout ça, mais j'ai besoin que ça soit intense pour me dire j'ai fait quelque chose et que j'avance en plus dedans. Donc, mon rythme, il est intense et s'il n'est pas intense, j'ai l'impression d'avoir triché. Voilà, je me suis menti à moi-même. Ouais. C'est étonnant ce que tu dis, de tricher sur quoi? Mentir sur toi? Parce qu'en fait, je me suis donné un objectif sur la création de ma boîte, là où je veux arriver, en combien de temps et en plus dans mon rétro-planning, et me dire que si j'ai pas fait ce que, certes, même si j'ai pas totalement fait le truc de la journée, mais ça fait rien, mais si je me dis, j'ai fait ma feignante et en fait, j'ai même pas bossé de la journée, je suis allée sortir boire un verre avec des copines, j'en ai sorti en boîte, tous les trucs comme ça, c'est le truc qui arrive presque jamais. Mais je me sens coupable de me dire, mais Malia, tu t'es même pas dit que tu allais bosser dans la journée pour te dire que tu allais profiter après. C'est que tu n'as rien fait de ta journée et tu as profité de sortir boire des verres ou aller en boîte avec tes copines. J'ai l'impression de m'être menti parce que
Maintenant, j'ai un objectif. Cet objectif, je dois le tenir. C'est que je me suis menti à moi-même. Oui, oui, c'est un peu, c'est ma façon de fonctionner. Quelle image, Pardon? quelle image tu as de toi? Mon image, bosseuse. Ça revient à ce que je te disais tout à l'heure. Je te disais Ouais, ouais. Salut Dalina. tout à l'heure, tu m'as dit, ah, c'est Ouais, pas mais, spécialement vivre. mais, mais, mais j'ai besoin de bosser. J'ai besoin de bosser pour pouvoir, surtout quand tu te donnes un objectif, j'ai besoin de bosser pour pouvoir. Sinon, c'est comme le sport. Si tu ne t'entraînes pas, tu n'atteins pas ton objectif. Oui. Il y a beaucoup de questions qui sont arrivées, j'ai raté tout. Hein. Donc oui, j'ai besoin de bosser pour me dire, j'ai pas triché et j'arrive à atteindre mon objectif et que j'ai pas triché, qu'on ne me dise pas, mais Malia, tu nous avais dit 1 an et demi avant l'ouverture, ça va faire 3 ans, qu'est-ce que tu as fait? Et là, je me dis, puis j'ai triché, j'ai pas respecté ce que j'avais prévu. Donc c'est important pour toi d'être une femme de parole qui s'engage et qui Ah, tient ses engagements. complètement. C'est comme là, on me dit arriver à l'heure, c'est comme être à l'heure. On me dit telle heure, pour moi, telle heure, c'est telle heure. Quand on me dit Malia, telle heure, c'est dans l'eau, si je ne suis pas dans l'eau à l'heure même, c'est que j'ai triché. Voilà, je ne suis pas du tout. Pour moi, c'est pareil. Le mot tricher, il revient énormément. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi, tricher? Me mentir. Tricher, c'est que tu te mens et que tu ne tiens pas tes propres paroles. On revient dans ma rubrique. Tu parlais du fait de te lever le matin, de faire du sport. Tu fais du sport pour te regarder dans le miroir, pour avoir une condition physique, pour te trouver acceptable, pour pouvoir te mettre en maillot. Quel est ton rapport avec ton corps aujourd'hui? Ah, bonne question. C'est vrai que le fait d'avoir ce rapport avec notre corps, surtout en natation, On est très où on est très. Aujourd'hui, je rigole en disant que les athlètes sont encore moins vêtus que les nageuses. Aujourd'hui, les athlètes sont encore moins vêtus. Maintenant, vous avez des combinaisons. Ouais, Voilà. Nous, on est un petit peu. ouais. Mais les combinaisons, elles les ont un peu rétrécies, mais c'est vrai, j'ai ce rapport avec mon corps qui fait que je fais attention. Et depuis encore après la Saroïa, j'ai encore fait plus attention, alors que déjà que j'étais très, très restrictive, où j'ai complètement arrêté le pain, arrêté le sucré. Et en plus, je cours. Donc, et bon, là, je me suis dit, super, j'ai génial. Déjà que je faisais déjà du sport, mais je fais encore plus de sport parce que le rapport à mon corps est très important. J'ai besoin d'être fière de ce que je vois aussi dans le miroir, la manière dont mes formes. J'ai des habitudes. On a aussi cette habitude d'anciennes sportives d'avoir vu son corps musclé, bien tonique, des abdos ou pas de gras ou quoi que ce soit. Donc tu te dis, mais bon, certes, j'ai pas d'enfant, mais tu te dis, il faut que je fasse attention là, oh, il faut faire des squats là, oh, il faut faire les abdos, oh. Comment tu vis Donc l'évolution de ce corps qui change? je m'adapte parce que tu te dis quand même, passé 40 ans, tu ne vois plus ton corps que quand tu avais 20 ans, certes. Je m'adapte, mais je fais attention. Je fais attention beaucoup plus qu'avant. Beaucoup plus de légumes, beaucoup plus de fruits. Mais comme je l'ai dit, j'ai arrêté le sucre, j'ai arrêté le pain. Voilà. Mais c'est pas pour ça que je ne vais pas réussir à m'amuser. S'il faut boire un verre, deux verres ou quoi que ce soit avec les amis, j'y vais. Mais je fais très attention et le rapport avec le corps est important. Ouais, est À partir important. de quel moment c'est acceptable et à quel moment ça n'est plus acceptable pour toi, ton corps? Tu par rapport au nombre de kilos, Les parce que j'ai. kilos, à quoi tu te réfères? Est-ce que tu as un jean fétiche? Est-ce que tu te dis, Ah ouais, moi ça j'ai c'est une petite pas image à mal ça. partir du moment où mon ventre dépasse la ceinture de mon ça dépend des gens. Alors, ouais, si tu te dis que tu commences à te sentir un peu trop serré. Bah alors, nous, les filles, des fois, ça arrive un peu trop serré pendant le mois, un certain moment du mois, c'est l'habitude. Mais à bout d'un moment, si tu dis, ah là, dans tous les vêtements un peu trop serrés, c'est pas bon.
Faut faire attention. J'ai pas de balance chez moi, donc je peux vous dire tout de suite, je me pesais pas du tout et je me pèse pas du tout. À la salle de sport, il y en a une certes, mais je passe devant et je me dis non. C'est de la manière dont je me sens aussi. Certes, il y a des moments où tu peux te sentir un peu plus ballonné, ça peut arriver. Quelque chose que tu n'as pas très bien digéré. Ouais, mais il y a quelque chose que je voulais dire, mais j'ai complètement oublié juste avant que tu reposes ta question sur comment on se sent. Mais ça va revenir. Mais c'est vrai que le vêtement a une importance. Quand tu commences à te sentir un peu trop serré, oui. Mais je fais attention. Je fais attention et je me dis, ah, quand même, Malia, fais attention. Est-ce qu'il y a un moment où tu t'es regardé dans le miroir et tu t'es dit, cette fille-là que je vois dans le miroir, c'est pas moi? Oui. Ouais, c'était un moment quand j'avais arrêté. Oui, oui, c'était quand 2012, c'était 2012 ou après 2012. Non, c'était 2012, je pense pas loin de 2012. Salut Alice, il y a Alice Modolo qui est là, J'envoie notre grand champion. Nicolas, Modolo, Alice, Maek. Ouais, Jean, ouais, ouais. Jean Je pense que j'avais pris pas loin de plus de 10 ou 15 kilos, je pense. Et en fait, j'avais arrêté ma carrière, j'avais arrêté le sport, je ne faisais plus du tout sport. Je suis pas du genre à manger burger et pizza, donc je vous le dis tout de suite, c'est pas ça. C'est juste que je me suis laissée vivre. J'ai vécu comme tout le monde. Mais à un moment, quand tu regardes ta garde-robe et que tu te dis, je vais dépenser de l'argent pour pouvoir changer toute ma garde-robe parce que j'ai pris du poids, tu dis ah non. non. Ah non, on va perdre du poids et on va garder sa garde-robe. Donc oui, ça m'est arrivé. Ouais, j'avais pris un peu plus de 10 kilos. Ouais. On va parler du mot identité. Tout à l'heure, tu parlais du fait que certains vivaient mal le fait de perdre en notoriété, de ne plus être appelé, de perdre en identité sportive. Est-ce que c'est le cas pour toi? Qu'est-ce que ça t'évoque, l'identité? Moi, je m'en fous complètement. C'est pas ça qui va. Je suis passée cette période de galère où j'avais besoin financièrement de payer mes factures. Donc, à chaque fois, je me dis, c'est pas ça qui va me faire payer mes factures. Donc, Si mon objectif. un jour, les médias t'appelaient plus, on pensait plus à toi, si on oubliait complètement le palmarès et le nom de Malia Metella, on oubliait même que Mehdi avait une sœur, ça te passerait au-dessus? Complètement. Complètement. Tant que je suis épanouie dans ce que je fais et que, voilà, ouais, c'est franchement aucune importance. Continuer à vivre, à profiter des amis, de ma famille, à atteindre mes objectifs, à faire mon côté professionnel, bisous, j'ai brise, à, à me faire plaisir professionnellement et à kiffer. En fait, c'est ça. Mais je m'en fous complètement du côté. Non, je m'en fous. Ne m'appelez plus du tout. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Je vais continuer à vivre. Je vais continuer à kiffer. Et parce que mon but, c'est de kiffer. Donc, voilà. Après la carrière, il y a aussi l'entourage qui change. Tu parlais de famille, notamment des filles que tu avais connues au début. Forcément, le rythme de vie évolue. On ne croise pas les mêmes personnes. Bisous, Gévrise. On s'écrit hein, pour qu'elle ait un petit direct avec Gévrise, ce serait bien sympa. Je m'avance tout. Oui, très sympa. On s'est vu ce matin, Gévrise, à l'inauguration du stade de Marie-Jo. Ah oui, on était ensemble tout à l'heure. Ah oui, mais parle-nous d'ailleurs. Tu reviens du stade d'inauguration de Marie-Josée Pérez. Marie-Jo, c'était très émouvant, c'était très beau, un très beau stade d'athlétisme. Même toi, ça t'aurait donné envie de faire de l'athlétisme. Oui. Bon, mais il est très beau stade, avec une magnifique photo au bout du 100 mètres de Marie-Jo, avec son drapeau à la fin je pense à la fin du 200 ou du 400, je ne sais plus, à Atlanta. Magnifique et un très beau stade de très bonne qualité. Il a été très bien étudié et en fait, ils ont été très, très malins parce qu'ils ont demandé à aux athlètes aussi leur avis, qu'est-ce qu'il fallait, qu'est-ce qui leur manquait. Donc, ils ont les allures, ils ont les iodes au bout de la piste pour donner les allures. Ils ont on va dire, deux revêtements différents. Ils ont un couloir avec un certain revêtement et un autre revêtement. À l'extérieur, les bacs à sable, le sautoir pour la perche. Il est à l'INSEP, ce stade. Et c'est à l'extérieur ou à l'intérieur?
Ok. Ouais, Donc, c'est le stade INSEP qui a été rebaptisé au nom de Marie-Josée Pérec. exact. Ouais, ouais. Et en fait, il y a même il y a 50 mètres cubes d'eau qui peuvent récupérer l'eau de pluie pour arroser les terrains, le stade et les plantes aux alentours et tout. Donc, non, franchement, il est très beau stade. On parlait Moi, ça me donne pas de forcément envie de faire de l'athlétisme, mais très beau stade. un jour, je vais te convertir, ne t'inquiète pas, Rélia. Déjà, je cours, c'est déjà pas mal. On parlait d'entourage justement, Oui. quand tu fais des événements comme ceux-là, tu revois du monde que tu n'as pas vu depuis des années, peut-être des anciens nageurs. Est-ce que ça te fait du bien? Est-ce que tu t'en fous? Et est-ce que ça a été difficile? Certains ont du mal, surtout quand on fait, alors nous on a fait des sports individuels, mais quand on fait un sport d'équipe et qu'on a l'habitude d'avoir une team, un groupe, passer du jour au lendemain à une vie où on est beaucoup moins seul, on est beaucoup plus seul, on Plus est seul. beaucoup moins entouré. Est-ce que ça a été difficile à vivre pour toi, le fait de ne plus voir aussi souvent ton ostéopathe, ton kiné, ton coach, tes potes d'entraînement? Est-ce que du jour au lendemain, le fait que tu changes de vie comme ça, l'entourage t'a manqué, des gens qui comprenaient ce que tu vivais, des codes, des façons de s'habiller en maillot, très peu du coup, mais c'est la vie de maillot parce que tous les jours tu te retrouves en maillot, dans un endroit sympa, puis du jour au lendemain, alors tu as une période où tu n'avais plus de boulot, mais après quand tu vas au bureau, tu n'es plus en maillot. Hein. Non, t'es plus en Bon, maillot. Ça, c'est ils sûr auraient qu'il faut mieux apprécié. pas aller en maillot. Mais non, il y a des moments qui me manquent en équipe parce que certes, c'est un sport individuel, mais il y a des moments d'équipe qui sont très forts ensemble. On va dire les petits délires en équipe qu'on avait tous, que ce soit à l'hôtel, au rond déjeuner ou au petit déjeuner ensemble, les moments de relais. C'est vrai que les moments de voyage, puisqu'à bout d'un moment, même quand tu arrêtes ta carrière, tu n'as plus tous ces voyages que tu faisais, tes déplacements. Bah, maintenant, les voyages, c'est toi qui dois les payer. Donc, c'est plus pareil. Et donc, ouais, il y a des petits moments qui manquent, oui. Et on a de la chance, les réseaux sociaux qui nous permettent de rester en contact tous, où on voit d'autres avec les enfants qui grandissent, les anniversaires de tout le monde. Donc je pense déjà, ça va être une autre fête pour les Jeux de Paris, où il y en a beaucoup qui vont venir sur Paris, donc on va pouvoir tous se revoir, donc c'est génial. Et, euh, et c'est des moments où on partage, puisque ça a été notre sport, et on se dit peut-être qu'on va se retrouver à la piscine et qu'on va parler de ces moments qu'on a vécu ensemble. Alors toi, qu'est-ce que tu vis? Parce qu'on c'est pas des, on s'appelle pas forcément tout le temps. C'est des moments où on se dit, bah, je passe dans ta ville, on se voit et tout, ou je passe des vacances à côté de chez toi. Certes, oui, mais on se voit pas tous les 4 matins. Donc, ouais, il y a des moments qui nous manquent, ouais, qui me Il y a de la manquent, mais nostalgie. non, pas à ce point. Non, 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 j'ai compensé, j'ai trouvé des nouveaux amis. Eh oui, on se fait des nouveaux amis après la En carrière. parlant d'amis, on fait des coucous à Kendrick, à Lambi Lover, à Nico. Alors Nico, j'ai pas compris forcément. Tu dis dommage que ce stade arrive à quelques jours des JO. Je vois bien que tu m'expliques. Et je fais un bisou à Clément. Alors, nous sommes dans les dernières minutes hein, avec Maliam était là. On va pas. Elle a un apéro juste derrière. Moi, je te balance. Ah oui, c'est vrai, fais attention, il y a des apéros. Donc, on va pas la garder très longtemps pour ne pas qu'elle arrive en retard. Elle aime bien être à l'heure. Donc, c'est le moment, hein, c'est le money time, comme on dit, pour poser vos questions avant que je la libère. Tu parlais des finances. Oui, Certains sports, à l'après-carrière, il y a une différence énorme sur le côté finance. On gagne plus avant, on gagne plus après. Comment tu as vécu, toi, ce changement entre les deux par rapport aux finances? Alors, forcément, il y a eu ce moment compliqué des 2 ans mm, où tu cherchais du travail. Hein. Tu as dit que tu as postulé même pour être femme de ménage, mm, hein, pouvoir subvenir à tes besoins, mm. payer, etc. Comment tu as vécu le changement, le fait de ne plus avoir de sponsor financièrement? Comment ça s'est passé? Très dur, très dur. Et même après, quand j'ai trouvé du boulot, parce que j'avais décidé de venir à Paris, je savais qu'il fallait, je me suis dit, il faut que je commence ma carrière professionnelle à Paris. En plus, j'ai mes amis à Paris. Si c'est compliqué, j'ai mes amis qui sont là pour m'aider. Et le logement, pas facile, parce que quand tu viens à Paris, moi, bah, je commençais avec mes premiers salaires, j'avais du mal, fallait que je paye mon prêt à Toulouse et que je paye aussi un loyer à Paris, que je paye bah, les impôts, parce qu'à l'époque, c'était pas automatique, je paye les impôts, taxes foncières, taxes d'habitation.
Ah, c'était très dur. Est-ce que tu t'es Très, retrouvé très dur. dans des problèmes financiers? Est-ce que ça a été jusque-là? Ouais, 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 très dur. Où tu te retrouves à découvert, bien sûr. Oui. Problème financier, mais Pas j'avais extrême, pas au pas, point de non, se pas grossesse. extrême. Non, je n'étais pas dans l'extrême problème financier à ce point. Non. Je restais dans le très raisonnable, surtout que je fais attention aux petits sous-sous. Donc, oui, raisonnable. Non, raisonnable où j'arrivais à m'en sortir et que c'est vrai que grâce aux primes aussi, des fois, puisqu'on avait, j'étais dans une belle boîte, donc grâce aux primes, des fois, j'arrivais à rebondir, à me dire, je vais pouvoir payer mes impôts, payer ma taxe J'ai foncière, un c'est peu trop d'air. bien. Eh ouais, tu dis, bon, ça va recommencer après, mais ça fait rien, je souffle. Et, euh, et quand j'ai fini de payer mon appart, et je peux te dire que j'ai soufflé. Je me dis, à 40 ans, j'ai fini de payer mon appart. J'ai fini. Donc, je souffle. Je souffle. Mais c'est vrai que tu te dis que ça a été compliqué. Ça a été compliqué. C'est un choix de vie de vivre à Paris. Après, on te dit l'inflation. Oui, c'est dur. Les prix augmentent. La bouffe augmente. Tout augmente. Et tu te dis, bah, comment je vais faire? Déjà, je serre la ceinture. Comment je vais faire? Donc, oui, il fallait faire très, très attention à chaque fois, à tout, presque. Et à des moments, je ne vais pas vous mentir, je me dis, bah, je ne mange pas ce soir. Il faut que je garde parce que sinon, à la fin du mois, je ne vais pas pouvoir me tenir. Et donc, ce soir, j'allais dormir le ventre vide et je me dis, bah, je vais manger demain. Après-demain, je ne vais pas manger. Et puis, le lendemain, je vais manger. Je mangeais bien le midi au boulot puisqu'on mangeait pour pas grand-chose. Pour 5 euros, tu avais entrée plat dessert. Mais le soir, des fois, oui, je faisais des restrictions et je me dis que bon, j'espère que je vais sortir de là et tout. Il y a des moments où je me dis, je me fais plaisir ou pas trop, parce que sinon, ça va être difficile encore. Donc oui, ça pouvait être très compliqué financièrement. Mais je ne perdais pas espoir. Je ne perdais pas espoir. Je me dis, à un moment, ça va être fini. Ça va être fini. J'étais contente d'avoir fini de payer mon appart. J'étais contente de me dire, j'ai un appartement qui est fini. Donc, génial. Donc, ouais, ouais, ouais. Alors, Ninise, c'est vrai, vous avez raison, hein, dans ce live talk show, il n'y a pas de sujet tabou. Mm. Vous pouvez poser toutes vos questions. Alors, Ninise nous demande, souhaites-tu avoir des enfants, Malia? Oui, ouais, 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 complètement. On est de la même 82, donc Ouais, tu as 42 ans cette année. 42 ans. Tu Et les as eu, hein, c'était en je février. les ai eus, ouais, je suis de février. Donc oui, forcément, ouais, c'est une très très grande question. Et Tu te sens oppressé par le temps ou pas du tout? bien sûr, bien sûr. Et pour être franche avec vous, j'ai fait des examens il y a 1 an et demi et c'était alarmant. Et je me dis, est-ce que je vais pouvoir avoir des enfants? Est-ce que je vais pouvoir porter mon propre enfant? Et donc, oui, c'est une grosse interrogation et j'ai envie, oui, j'ai envie d'avoir des enfants. Ouais. Mm. Parlons actualité. Alors, bien sûr, on va parler de ce qu'on peut te souhaiter. On peut d'ores et déjà te souhaiter combien? 10 enfants? Non. Oh non, j'ai 42 ans, il faut pas abuser quand même. Bien sûr, j'ai volontairement exagéré le trait. On va évidemment te souhaiter d'avoir des enfants. Mais quelle est ton actualité? J'ai vu qu'il y a des choses qui sont sorties dernièrement sur les réseaux. Parle-nous-en. Alors, j'ai mon actualité. J'ai pas tout dit, je crois. Je sais pas quand. J'en ai pas encore parlé de ça. Mais déjà, ben, Exclu. j'avais. Non, non, non. Ouais, oui, mais je sais pas. C'est vrai que j'ai pas parlé encore sur mes réseaux. Mais donc, j'avais déjà investi dans une Oui. Sportec, des Sportall. Donc, il y en a beaucoup qui connaissent. Donc, on diffuse l'athlétisme. Athlé TV, c'est nous. Ah, Sport Talk, c'est toi? Hey! Mais Sportol, FX notamment intervient pour Hey! Sportol en français. Sportall, Athlé TV, FF Natation TV, c'est nous aussi. Ouais, Sur ouais, ouais, c'est ça. Sportol, on en parle très souvent avec FX puisque j'interviens avec FX sur l'équipe TV et il est tout seul sur Sportol Voilà. pour présenter Donc, l'athlétisme. ouais, Sportall, c'est depuis 2018-2019, je suis avec Sportall. Donc, je suis une des cofondatrices et associées. Waouh! Et. Hein? Félicitations. Merci. Je suis super contente parce qu'ils m'ont fait rentrer dans l'aventure et je ne connaissais rien dans l'entrepreneuriat et de la Sportec. Donc, j'ai beaucoup appris, entourée d'hommes, certes, mais génial, une super team. Je suis super contente. Ensuite, quand j'ai arrêté chez Allianz, donc quand je me suis vraiment lancée, j'ai eu un fonds d'investissement qui est venu me voir. Encore quelque chose de nouvelle aventure.
Donc, ça fait 1 an et demi. Je suis cofondatrice et associée d'un microfonds qui s'appelle Tremplin Capital. Donc, c'est pour ça que je vous dis Joël, où on a investi dans M-Wheel et pas que dans M-Wheel, on a investi dans 4 autres startups. Et il y en a d'autres sur lesquelles on est en train de signer. Donc, on investit dans des startups à impact dans les quartiers prioritaires. Donc, il y en a beaucoup en métropole et en outre-mer. Donc, on investit quand même pas mal en outre-mer parce que ça tient aussi. Et l'outre-mer a des pépites en niveau startup. Génial. Franchement, ils ont des idées et tu as envie, je me suis dit, si j'étais millionnaire, j'aurais investi dans tout. Parce que franchement, il y a de belles idées et tu te dis que ça va faire un carton plus tard. Donc, ouais, ça fait 1 an et demi, je suis dans l'investissement où j'ai coach. Il y en a une qui a rien à voir avec Tremplin, où elle est venue parce qu'on a eu une personne en commun elle m'a appelé et tout ça, et je l'ai coachée sur sa boîte. Et donc, elle avait un peu peur de se lancer dans la partie internationale. Je lui dis, vas-y, si l'international t'appelle et frappe à ta porte, il faut jamais fermer. L'international, vas-y, parce que en France, on peut être en retard, mais l'international, s'il t'appelle, c'est que parce qu'il y a une urgence. Donc, vas-y. Et elle me dit, mais Malia, tous les conseils que tu m'avais donnés avant, ça a été véridique. Et en fait, je me suis trouvée souvent un peu abasourdie parce que ça a été vrai. Et j'ai dit, mais vas-y, il ne faut pas avoir peur. Il faut foncer. Si tu as des contacts des ministères, tu as l'ONU qui veut venir travailler avec toi, vas-y. Il ne faut pas avoir peur. Va à l'international, va travailler avec les gens à l'étranger. Ensuite, la France t'appellera, certes, un peu en retard, mais tu seras déjà complètement costaud et forte pour pouvoir répondre aux besoins de la France, mais va à l'international. Donc voilà, j'ai plein de startups qui viennent. Oui, investis en Guyane. Oui, alors on investit dans tous les domaines. Je pense qu'il y en a beaucoup qui connaissent BioStratège, donc Mariana Royer, et on a aussi coaché Mariana sur sa partie de sa boîte, parce que Mariana, elle travaille, en fait, elle prend toutes les ressources de la Guyane, de la forêt, pour en faire soit des compléments alimentaires, du cosmétique et tout. Elle travaille beaucoup tous les produits de la Guyane pour pouvoir le vendre en plus à l'international. Elle travaille avec des grands groupes comme L'Oréal et Yves Rocher. Donc oui, on travaille et on investit dans tous les domaines, même en Guyane. Donc n'ayez pas peur, envoyez vos decks, parce qu'à chaque fois je vous dis, envoyez vos decks. Attention, les decks bien travaillés et vraiment avec toutes les informations. Donc ouais, l'investissement est venu à moi. J'en apprends au fur et à mesure. Et puis dernièrement, c'est depuis 27 juillet 2023, j'ai décidé de me lancer dans propre boîte. Donc on parlait tout à l'heure certes de challenge. Donc je me suis lancée complètement ce challenge de sortir d'un domaine que je ne connaissais pas très bien. Certes, on connaît tous parce qu'on a voyagé en tant que sportif de haut niveau, donc dans la partie tourisme. Et donc, je passais jour et nuit. Donc, c'est pour ça que je travaillais sur mon dossier matin, soir, jusqu'à 3h, 4h du matin. Je l'ai fait évoluer. Je l'ai fait travailler par des étudiants en école de commerce. Et je suis aidée par un ami, Wissem, si tu me vois, qui me suit depuis tout le début et qui a été un coup de cœur et qui a un cabinet de conseil et qui me conseille et qui me challenge à chaque fois. J'ai aussi un avocat qui m'aide et en fait, je vous explique mon concept parce que vous ne savez toujours pas qu'est-ce que je fais. J'allais te poser la question. Alors, je vais faire en sorte de créer un site de tiny house de luxe autonome dans le sud de la France. Des mini-maisons, exactement. Au lieu d'avoir une simple chambre, donc c'est beaucoup plus grand. Donc, vous avez à peu près 25-30 mètres carrés, même des fois jusqu'à 40 mètres carrés d'espace, que ce soit au sol ou même en mezzanine. Et je touche un peu sur la partie luxe. Et que je veux installer dans le sud-est de la France. Donc là, c'est en plein de recherche de sites, qui n'est pas facile. Mais donc, j'ai plein de choses sur lesquelles je suis challengée et j'adore parce qu'on me dit, bah, les terrains que tu me montres, il n'y a pas d'arbres. Bah, j'ai fait, si, il y aura des arbres puisque
je vais en mettre. Et tout un système dans ma tête est venu en me disant, bah, je vais faire participer ma communauté à aussi aller sur la partie écologie. Pourquoi pas acheter un arbre à plusieurs entre amis pour le planter justement sur mon site, faire une allée de stars où chaque star achète son arbre et ça fait une allée de stars. Voilà, je vais faire en sorte de créer une thérapie par les animaux. Des arbres avec les noms, c'est ça. Exactement, ouais. Ce sera le walk. S'il n'y a pas assez d'arbres, je ferai en sorte que tous les gens qui veulent participer pour participer pourront participer à leur manière en achetant un arbre à 1, à 2, à 3 ou à plusieurs. Et on pourra planter grâce aux paysagistes les arbres sur le terrain et il y aura la petite plaque avec le nom de chacun sur le site. Donc ouais, j'ai rajouté cette partie thérapie par les animaux parce que j'ai voulu aussi toucher les personnes en situation de handicap, les enfants qui souffrent de troubles mentaux. Et cette partie avec les animaux, en plus, je le fais avec une amie, donc la maman de mes 2 filleules. Et c'était quelque chose qui me touchait beaucoup. J'avais envie d'ouvrir cette partie où les animaux sont certes là, mais les enfants pourront venir et pourront sortir différemment de cette thérapie. Donc voilà, c'est tout un process où les séminaires pourront se faire aussi. Il y aura une partie, Magali, elle le sait très bien, il y aura une partie de bien-être parce que Magali, je l'ai invitée à rentrer dans mon projet. Magali, elle s'occupe sur la partie on va dire, du soin du cuir chevelu. Donc c'est pour ça qu'elle travaille dessus, elle se forme dessus et donc je l'ai invitée sur ma partie bien-être de venir sur mon projet. Donc voilà, c'est un très gros projet, mais franchement, je suis tellement ravie de me lancer dans quelque chose dans lequel je découvre à chaque fois et qu'on me challenge, peu importe des gens qui connaissent ou qui ne connaissent pas cette partie de tourisme, ils me challenge parce qu'ils me posent des questions. Je fais, c'est vrai que j'en avais pas pensé. Et en fait, toutes les petites questions sont bonnes à prendre et ça me permet de grandir et de faire évoluer mon projet. On fait de gros bisous à Yinde qui te dit vraiment top le projet. Ouais, et Magali, ouais, en effet, tu as la chance de connaître une super chouette nana qui s'appelle Malia. Donc, reste bien près d'elle. Ça va être la folie. Ouais, ça a l'air d'être la folie. On sent que tu es complètement passionné par ce que tu nous dis et tu es complètement embarqué par l'histoire. Et je suis persuadée qu'elle va être belle parce que quand tu me racontes ça, je vois le Trees of Fame, tu vois. Normalement, c'est Walk of Fame, ça va être Trees of Fame avec tous les arbres et les tiny house de luxe. Ça semble incroyable. Coucou Alex Blondel. Avant de te quitter, on a déjà un peu évoqué la question, hein, mais qu'est-ce qu'on peut te souhaiter maintenant, Malia? La santé. Moi, je veux juste la santé, c'est tout. La santé. Alors, c'est ce qu'on va te souhaiter. On va pas te souhaiter 10 enfants. On va te non, souhaiter... s'il vous plaît. Je veux garder la santé même en Je respecte les mamans qui ont 10 enfants. Ma grand-mère avait 10 enfants. Donc, je sais. Et de gros bisous. Merci beaucoup d'avoir partagé ce moment avec moi. J'étais ravie. Merci comme d'habitude de prendre le temps dans un emploi du temps de ouf parce qu'on a pris un rendez-vous il y a 1 mois, je crois. Donc, ça n'a pas été simple. On va passer sur les différents détails techniques pour rappeler là aujourd'hui, mais c'était super chouette. Merci à tous ceux qui ont participé à ce live, qui nous ont fait des coucous. Désolée si j'ai pas pu faire les Merci à tout le monde. Je fais des gros bisous. Des cœurs. Donc voilà. Donc pour ceux qui nous ont rejoints à la fin de ce live, bien j'étais en direct avec Malia Metella, vice-championne olympique et vice-championne du monde de natation. Moi, je suis ancienne sportive de haut niveau, devenue coach en neurosciences appliquées et en neuroémotionnel pour les sportifs en carrière et pour les anciens sportifs de haut niveau. Dans ce live, puisque c'est un podcast jusque-là, dorénavant ce sera un live talk show pour qu'on puisse échanger avec vous, pour qu'on se fasse des petits cœurs comme on a fait et qu'on revoir des têtes qu'on n'a pas vues depuis super longtemps. Donc, si tous les sujets évoqués ici te parlent et que tu as envie de nous poser des questions, bah voilà, tu as le contact de Malia Metella. Tu peux me contacter un peu plus personnellement pour connaître
les rouages, à quoi ça sert le neuro-émotionnel, comment ça fonctionne, pourquoi ça peut être important pour dépasser ses soucis, pour retrouver un bien-être dans sa vie, passer le burn-out par exemple. Si tu sais même pas si tu es heureux ou si tu es malheureux dans ta vie, bien c'est peut-être l'occasion de se poser la question. Si tu sais même pas de quoi tu as envie, à mon avis, pour ceux qui ne le savent pas, il existe la dépression blanche. Donc ça veut dire, c'est même pas invoque, hein, qui invente ce nom, c'est reconnu scientifiquement, des gens qui ont une dépression et qui ne le savent pas. Donc si vous posez toutes ces questions-là, n'hésitez pas à me contacter sur mon mail, mais sur aussi mon mail, hein, contact@vanessagladon.com ou sur les réseaux sociaux. Voilà, ça a été un plaisir d'être avec vous. N'oubliez pas que la vie est un sport incroyable et que tant que la bataille n'est pas terminée, on se bat jusqu'au bout, jusqu'au gong, jusqu'au sifflet final, jusqu'à la ligne d'arrivée. Allez, je vous fais des gros bisous. On se retrouve la semaine prochaine avec Mamedy Doukara en direct. Merci encore, Maya. Gros bisous. Merci à toi, Vanessa. Bisous.